house. I checked in on him earlier today, did not find him around, and then this evening, well, I called his home phone, and said the voicemail wasn't set up, but it has been set up, but now there's no voicemail set up. Do you want us to come into the house and check on it, and like check the location of the person? Okay, what's his name? His name is Robert. How old is he? 76. So I was leaving the house, and as I'm driving past, I noticed that the paper was still on the front porch, and the door is a little bit open, so I'm not going in the house. Les policiers se sont rendus à la maison sur Alpine Drive, au sein d'une copropriété. La personne qui avait téléphoné avait fourni quelques informations, mais les policiers ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre lorsqu'ils sont arrivés sur place pour voir ce qu'il se passait. Is this light on when we got here? Or is that from us? That's from us. Just call us. Robert! Robert? Dude, there was a fire in here. There's a fire downstairs. That's smoke. Baker, can you send the FD? There's some type of fire in the basement here. That's all smoke damage right there. I can't even breathe up here. Where could that be from? L'odeur de fumée était très forte. Ils ont pris la sage décision d'attendre l'arrivée des pompiers, qui, eux, sont équipés pour entrer en toute sécurité. We're not sure what we got. This guy's 76 years old. We friends are coming to check on him. Door's a little bit ajar. We opened it up. There's smoke coming from the basement. There's soot everywhere. You can tell, like, I mean, this carpet on the stairs there. I can't tell. So you can see to the left there, that's all set across this here. But and you said there's no basement windows, right? They're in the back, they are, but they're like the ones, the recessed ones are down below. They're like in a little well down there. And then the basement window's right in front of you there, right there. Bust that bolt right up. Alright. Good. There's a hand. I can see a hand, fellas. Let me take a look. En regardant par la fenêtre, ils ont vu une main sur le sol. Donc, immédiatement, on passe d'une intervention destinée à vérifier que quelqu'un va bien à la certitude que quelqu'un est mort dans cette maison. We opened up one window upstairs. We can get a fan going to blow it up for you if you want. It's up to you. All right, now if you want to just leave it. Let's leave it. Is it okay to go in? There's nothing actively burning anymore. I would, no, it's not actually burning. Basement neither? It's out. Yeah, it's just like the no, that's where it was, it's in the basement. Okay. Right on top of him. Get it easy. These are all shoe prints all the way through, going back and forth. Those aren't his footsteps, dude. That's somebody else going through the blood. Oh, holy shit. Yankees. Hey, it's Craig. You got a guy cut in half? Literally cut in half?
and he's got a bunch of like clothing and newspaper on top of him where they tried to burn him up, but the fire smoldered out. This is probably the most blood I've ever seen. Le corps était scindé en deux par l'intensité du feu. C'était horrible de penser à ce que cette personne avait dû subir. Il y avait une carte de crédit près du corps dans le sous-sol. Et on a pu identifier le propriétaire de la maison. Il s'agissait de Robert Sharp, 76 ans. Mon père avait compris l'importance de l'éducation. Et il avait sauté quelques classes et intégré le MIT à 15 ans. Il n'a jamais arrêté d'apprendre, c'était son truc. Il voulait toujours apprendre plus. Il était professeur de chimie à l'Université du Michigan à Ann Arbor. Je pense qu'il aimait autant l'aspect recherche que l'aspect enseignement. Ma mère et mon père se sont rencontrés parce qu'une tante un peu dingue de mon père, la tante Hélène, qui était en cours de français avec ma mère, lui avait dit « J'ai le garçon idéal à te présenter ». Mon père faisait la lecture à ma mère presque tous les soirs. Il montait dans leur chambre et il lui faisait la lecture. Ils aimaient passer du temps ensemble et apprendre de nouvelles choses. Mon père a pris sa retraite de l'Université du Michigan en 2008. Et pouvoir passer ses après-midi avec ma mère, c'était quelque chose d'important dans sa vie. Il y avait un Wendy's près de chez mes parents, où ils adoraient aller tout le temps. Alors, quand ma mère est morte, mon père a continué à y aller pendant quelque temps, parce que ça faisait partie de leur quotidien. C'était un lien avec ma mère. Je venais de sortir de la douche. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu une voiture de police dans l'allée. Alors je me suis habillée rapidement et je suis descendue voir ce qu'elle faisait là. Le policier m'a dit « J'ai des nouvelles concernant Robert Sharp ». Je lui ai répondu « Comment ça ? On lui a parlé il y a 2 jours ». C'était très difficile parce qu'il m'a demandé d'appeler David. Et je lui ai dit « Je ne sais pas comment je vais l'annoncer à mon mari ». Il a perdu sa mère il y a moins de 2 mois. Le monde est devenu gris et instable. Je ne comprenais pas. Mon père était la dernière personne que j'aurais imaginé se faire tuer. C'était un vieux monsieur adorable qui aimait les plantes. On ne voyait vraiment pas qui avait pu faire une chose pareille. Pour nous, il n'y avait aucune raison. Tape all this off the other side of this building. So many people are starting to gather. Let's get everybody on the other side of the street. Quand on m'a confié cette affaire, on a, comme on le fait toujours, parlé en premier aux policiers qui sont intervenus. On a interrogé les pompiers. Right. How old do you think that fire is? It's not hot in there, so it's Okay, thank you. It's been a while, everything's pretty dry. yeah. Sur place, j'ai retrouvé ma coéquipière, l'inspectrice Ellinger, et je l'ai suivie sur la scène de crime. À l'époque, j'étais inspecteur depuis plus de 25 ans, presque 30. J'avais déjà vu des scènes de crime où il y avait beaucoup de sang, mais là, c'était terrible. Pour moi, il y avait beaucoup de colère. Il n'avait pas été tué rapidement, si on peut dire. Ça avait été un long combat. Étant donné la quantité de sang qu'il y avait dans la cuisine, ça ne pouvait être qu'un homicide.
that big mirror, that was on top of him? It's a bunch of paper on them. A bunch of papers. Yeah. I don't want to. Apparemment, Robert avait été poignardé de multiples fois dans la cuisine. Puis il avait été traîné jusqu'au sous-sol. Et tous ces détritus avaient été posés sur son corps. Puis on y avait mis le feu dans l'espoir de tout détruire. So, can you, Mike? Yeah. A bunch of trash cans are all out. So can you walk down the parking area and look at all those trash cans, recyclables, make sure there's not like some bloody rags or towels or out there. Yeah. You know, I could see somebody leaving and dumping one of them trash cans on the way out of here with the car. Il y avait le message qu'une voisine avait écrit à Robert parce qu'elle lui avait emprunté une brouette. Et elle lui disait « à ce soir ». Alors on se pose des questions. Est-ce qu'il y a eu des échanges avec quelqu'un qui n'était pas agréable? Est-ce que c'était un voisin qui n'était pas content des échanges qu'ils avaient eus? On ne pouvait écarter aucune piste. You guys call? On a interrogé la personne qui avait appelé la police afin d'obtenir des informations sur les raisons qui l'avaient poussé à appeler, mais également pour en savoir davantage sur elle, car il n'était pas exclu que ce soit la personne qui avait commis ce meurtre. So I came by earlier and his car wasn't here and I hadn't heard from him, so I thought, well, I'll give a call to the house, and I called to the house and it says the voicemail's not set up. I said, well, let me drive by, and so I came by tonight, and when I left, I started down the road, and I said, well, what's that on the porch? Well, I come back around, and it was his New York Times and a priority mail package. Well, Okay. his New York Times is like his coffee, and the door is cracked. I mean, the door is open about that much. En ce qui concerne le message laissé à Robert, elle n'avait pas d'informations. Alors les policiers lui ont dit que Robert avait été retrouvé mort afin d'observer sa réaction. There's somebody in there, we don't know if it's him. So just, when was the last time you talked to him? I talked to him Thursday. Okay. Elle était bouleversée, triste. Elle pleurait. De toute évidence, vu ce qu'elle disait et la façon dont elle réagissait, elle n'était pas impliquée dans la mort de Robert. Et elle était disposée à nous aider dans notre enquête. He doesn't have any family here. He doesn't have a whole lot of friends. He's a retired professor, you know, and so I just would come and, you know, he was trying to get the house organized and cleaned up because his wife just passed away. How long ago did she pass away? She passed away on April 20th, I believe. And so Bob and Maria was his wife, and I've known them for 25 years. Okay. So he would go to Wendy's around noonish every day, and he would take his laptop, and, you know, he always put it in the trunk, and he had his bag, and he took extra stuff. They, you know, a couple people knew him really well at Wendy's, and they would get his order. On a découvert qu'elle connaissait bien ses habitudes quotidiennes. Ça nous a été très utile, parce qu'il fallait qu'on sache qui il fréquentait, quelles étaient ses occupations habituelles, ce qu'il faisait tous les jours, afin de trouver un possible suspect.
Pour ce qui est du message concernant la brouette sur lequel il était écrit « À ce soir », on a pu rapidement établir qu'il avait été laissé par une voisine qui avait réellement emprunté la brouette. Après avoir pris contact avec cette personne, on a pu vérifier que ce qu'elle disait était vrai. Ce n'était pas un suspect. Une fois élucidé la présence de ce message, on a pu éliminer cette piste. J'ai effectué une analyse victimologique. Autrement dit, j'ai dressé le profil de la victime. On a découvert que le 6 juin, soit 5 jours avant qu'il ne soit tué, Robert avait appelé la police pour signaler un cambriolage. J'étais très contente d'apprendre que Robert avait appelé la police. On ne pouvait pas s'empêcher de penser que c'était peut-être lié à son homicide, que la personne qui s'était introduite chez lui était peut-être impliquée dans son meurtre. Hello, I'd like to report a crime, a break-in. Okay. Is it happening now or did it? No, it happened this afternoon. Okay. Just found it? Yes, I just got home. I left this afternoon about 1:30, and then by the time I got home, I noticed that one of my drawers in which I keep keys and things had been rummaged through. Did you find any obvious points of entry? Yes, my back door. Okay, how'd they get in? Well, I thought that my back door was locked, but when I got there and tried it, it was not locked. If you don't know for sure that nobody's still inside, I'm going to ask you to wait outside. Okay, I'll do that, yes. C'est le genre de moment où on se dit « Tiens, dans une enquête, on sait qu'on est sur une piste importante. On se dit « Ok, c'est parti ». Lorsqu'on a appris que la maison de Robert avait été cambriolée 5 jours avant qu'il ne soit tué, cela nous a été d'une aide précieuse, parce qu'on a découvert que les policiers qui s'étaient rendus sur place avaient activé leurs caméras d'intervention. Cela nous a donc permis de voir la scène de crime avant l'homicide. Ces images ont été cruciales, parce qu'il est très rare qu'on puisse voir le domicile d'une victime avant son meurtre et voir exactement comment elle vivait. Ça a été une mine d'informations. Au cours de ma longue carrière, cela ne m'était encore jamais arrivé. You called us, and when you came up, you noticed the door was not locked. You went inside, and then what did you notice? You can go ahead and show me where. Yeah, it was open, and so then, right inside that cupboard, I have a drawer where I normally put my car keys, I put my billfold and that kind of thing in. I went inside the drawer where I do that, and it had obviously been rummaged through. Everything was in a different position and messed around. Can you show me where that drawer is at? Yeah. This is where my spare keys would hang. Okay. They're gone. Okay. I had one of those with 2 sticks. And that I don't see. What is that? Oh, it's not. Well, it's to control your internet. It's a remote like this that operates a Roku unit. And basically, the Roku unit is gone. The Roku unit is gone. I don't know what a Roku unit is. Okay, a Roku unit is something where you can get all of your television from the internet. You don't have to buy cable. They stole the Roku unit. Quand j'ai visionné ces images, j'ai eu l'impression de voir mon grand-père. Ça devenait réel pour moi. Ça m'a donné des frissons dans le dos de regarder ça. Et il est certain que ça a motivé toute la criminelle, toute l'équipe d'enquêteurs. Now, another thing that was strange is in here, I shouldn't leave these open, but by God I did. Credit cards, all kinds of things in there. None of it's missing as far as I can tell. It's all still there. Oh, wow. Yeah, it's strange. Il a l'air étonné que certaines choses soient toujours là. Les clés de sa voiture ont disparu. Mais sa voiture est toujours là.
Il y a des cartes de crédit en vue sur la table et elles sont toujours là. I'm almost wondering if maybe you just park nowhere near here for a while, because if they come back tomorrow or even tonight, and does it have a key fob on it? On lui avait volé un ordinateur portable, un lecteur Roku et sa télécommande, un trousseau de clés de voiture. Et l'ordinateur portable qui remplaçait l'autre, tout neuf, a disparu lors du meurtre. On a supposé que l'auteur du cambriolage était revenu pour la voiture après sa première intrusion. Au début de l'enquête, on était un peu face à une énigme. On a donc communiqué aux autres postes qu'on était sans doute sur un cambriolage qui avait mal tourné et s'était soldé par un homicide. On leur a demandé s'ils avaient en tête quelqu'un qui avait commis quelque chose comme ça. Et on a exploré ces pistes-là. On a trouvé un individu en particulier qui avait été arrêté pour quelque chose de ce genre. On a décidé de l'interroger. You are in custody right now for a parole violation, yes, is that right? So, what'd you get locked up for? I got caught up on armed robbery. Where in Nipsey? Or? Yeah, here. I caught my case, I want to say, I'm not really from around here, so I can't really tell you. I know it's by Jet Piece. Oh, I do have to run you through this. You do have the right to remain silent. Anything you say can will be used against you in a court of law. Dans cette affaire, il manquait des objets. Il y avait eu une tentative d'incendie. Généralement, ce sont des récidivistes qui commettent ce genre de délit. Donc, notre hypothèse de travail était que le coupable était quelqu'un qui avait probablement fait de la prison. Ce qui nous a menés à cet homme. I know a lot of things about this case. I got a lot of evidence on this case, and it's better to be a witness than a co-conspirator or, you know, okay? Yes, sir. So I just want to make that absolutely clear. Like I said, I don't know what's going on. You can open that phone, do what you want to do. No, I appreciate that. Yes, sir. That's all going to go a long way. Okay, that's like I said, I'm just came home for 7 years. I'm not trying to get... You don't want to go back. Yeah, nothing. Il était franc et n'a pas hésité à nous fournir des informations. Il avait très envie de m'aider à l'éliminer de la piste des suspects et il était disposé à faire ce qu'il fallait. Il ne voulait pas être mêlé à tout ça. Tout ce qu'il pouvait faire pour prouver qu'il n'avait rien à voir avec ça, il l'a fait. Il nous a parlé de quelqu'un qui essayait de revendre des ordinateurs. He wanted to buy a phone for me, yes. And then he tried to offer me a Mac computer. Like, this was like around that time, he asked to send me a Mac. I'm like, no, I don't want no computer. I don't know what you guys trying to sell you one? Yeah, trying to say, like, you know, but you interested in buying a Mac computer? I'm like, nah, bro, I'm straight. I don't know what you involved in, but I'm straight on the Mac computer. Did he say anything about where he got it? No, that's what I asked him, like, where'd you get it from? He tried to sell you anything else besides the Mac computer? That was it. He, like I said, he walked around with a big-ass book bag on. So I don't know what's inside the book bag. Did he ever discuss with you burning anything? Or no, sir. Throwing anything away? No, sir. He ever mentioned to you doing home invasion? No, sir. You ever seen him with a knife? No, sir. Quand on entend parler de quelqu'un qui essaie de vendre un ordinateur sous le manteau, il y a de fortes chances pour qu'il soit volé. Or, on savait que des ordinateurs avaient disparu le soir du meurtre. Mais il ne nous a pas vraiment donné d'informations importantes nous permettant d'identifier quelqu'un à ce moment-là. Mon père était quelqu'un de drôle et plein d'empathie, qu'il fallait apprendre à connaître. Mais une fois qu'on le connaissait, on découvrait tous ces merveilleux traits de sa personnalité. Il aimait les gens, il aimait l'art, il aimait la culture. C'était très agréable d'être en sa compagnie. Ces obsèques ont eu lieu à Ann Arbor et un grand nombre de proches et d'amis y ont assisté, et aussi beaucoup de gens que je ne connaissais pas. Je dois avouer que ça a été difficile. Je pense que tout le monde se disait,
On ne devrait pas être là. Ça ne devrait pas avoir lieu. C'est ridicule. Ça n'aurait pas dû arriver. Je me suis levé et j'ai raconté une histoire qui me semblait drôle. J'ai parlé un peu de ce que mon père représentait pour moi et puis j'ai fait circuler le micro et les gens ont passé une heure et demie à parler de mon père et de ce qu'il représentait pour eux. Outre la profonde tristesse que je ressentais, je faisais des cauchemars récurrents concernant le meurtre. Ou bien je rêvais que j'arrivais à empêcher le meurtre. Ou je rêvais que quelqu'un entrait chez moi pour tuer toute ma famille. Ça a été très difficile. Ça a été une époque très difficile. Pendant toute cette période, on était comme dans un cauchemar et comme si on flottait sur un nuage en même temps. On ne savait plus ce qu'on faisait ni qui on était. C'était dur comme situation, en particulier par rapport à nos enfants. Il est difficile d'expliquer à des enfants qu'une chose pareille puisse arriver. En étudiant le quotidien de Robert Sharp et ce qu'il avait l'habitude de faire, on a découvert, entre autres choses, qu'il avait aimé aller au Wendy's pour y déjeuner. Il connaissait tout le monde par son prénom là-bas. Bien entendu, on est allé au Wendy's et on a visionné les images vidéo du dernier jour où il s'y était rendu. Il est facilement reconnaissable parce que c'est un vieux monsieur grand et mince. On a visionné les images de ses échanges avec les autres et on n'a rien remarqué de suspect. Le personnel se comporte normalement avec lui. On a épluché la liste des employés. On a enquêté sur chacun d'entre eux. On a découvert qu'il y avait un certain Isom Hamilton qui était en liberté conditionnelle. Quand on a su qu'il avait été condamné pour cambriolage, il est passé au sommet de notre liste. Il est devenu notre suspect numéro 1 à ce moment-là. On a contacté son contrôleur judiciaire et je suis allé voir le suspect avec un autre inspecteur. On a enregistré son interrogatoire. Il se trouve qu'on avait un enregistreur sur nous. Did you ever see this guy coming in out? A few times, yeah. He come up there, well, his wife had passed away. Right. And do you remember anybody ever talking about he'd be an easy one to rob or anything like that, or? I don't actually remember anybody saying anything bad about him. Okay. I used to, you know, there's like 35 people that work there. And we're just trying to think, out of that 35, with your life experience, is there anybody in that 35 group that you'd say, I wouldn't put it past him or her to set him up for a robbery or to rob him? We'll keep it confidential if you have any suspicions. No. I really like, besides the one dude I used to get a ride from sometime late at night when I closed a lot. But besides that, nobody. Who would be that? Rides from late at night. What is his name? John. Don't know his last. I just know him as John. John? Yeah. White guy, black guy? White guy. Your age? My age? I'm 15. I think he's younger than me. Young kid? Yeah. What about him kind of made you think, well, maybe he would be something, maybe he'd be a guy that would do something too? No, I don't think everybody there nice. From what I see, yeah. Okay. It's not like, we all good. Okay. All right, why did you leave Wendy? Because she don't know how to talk to people. The manager? Yeah. Which one? The general manager. Okay. She was giving you a hard time? Like, she gives everybody a hard time. It's just her people skills. En général, si on pose la question directement à un suspect, est-ce que vous l'avez cambriolé? Est-ce que vous l'avez tué? On obtient une réaction. Je voulais voir comment il allait réagir. I never
Why he knew? Do you know where he lives? All right. Okay. I recall. Je me suis retourné vers mon collègue en disant « Il est resté de marbre. Il ressent rien. Il est resté sur la liste de nos principaux suspects. » On a visionné les images de vidéosurveillance de tous les endroits où il aurait pu se rendre. On s'est aperçu qu'il y avait une station Speedway tout près de chez Robert Sharp. On s'y est donc rendu et on a saisi les images vidéo. En les visionnant, on a découvert qu'Hamilton était à la station essence le soir du meurtre. Il y était vers 2 h du matin. On le voit entrer avec 2 sacs à dos. Il semble y avoir des taches sur ses vêtements, en particulier son pantalon. Il ouvre un sac à un moment donné pour prendre quelque chose et on voit le lecteur Roku qui avait disparu au domicile de la victime. On le voit sur le dessus dans le sac à dos. Les enquêteurs ont découvert qu'Isom Hamilton résidait chez sa grand-mère. Ils ont pris contact avec elle. Elle a accepté de venir au poste pour répondre à leurs questions. Your grandson, Isom, has been staying with you since about when you told me this? About the end of February? Okay. So you started seeing some things that weren't adding up. Yeah. Tell me about that again. What was going on? When he was still working, some of the items I thought, I said, well, maybe he might have bought in the computer, but I wasn't sure. But I know those apples are quite expensive, and I know he wasn't making enough money to buy an apple. So you saw him with an Apple computer? Yeah. He's probably not making enough money. Oh, no, not at that, no. And so you ask him about it, and he tells you what? Well, he told me a guy had offered to sell it to him. He didn't want it, he offered to sell it to him. I'm like... So that didn't make sense to you either, really, then, right? Okay. What other kind of things were you seeing that caught your attention? A telephone? What kind of? Do you have any idea what kind of telephone? The phone number. I have the phone number on my phone. Okay. It was an Apple phone? Yeah. Were you suspicious of the Apple phone too, though, or? And what did he tell you about the one he's trying to give you? Hey, Grandma, I bought all of this. I bought this with my money. I bought them, and I'm just keeping it. I'm going to sell them. I know, you know. So he bought them, but he told you he was going to sell them. That doesn't make a lot of sense. No, it doesn't. So what I did, I don't know what you're doing. You take this back, you didn't pay for it, take it back, and get all that other stuff out of my house. And I said, any stolen goods, I don't want any stuff in my house. Yeah. Elle était franche avec nous. Elle ne semblait pas cacher quoi que ce soit. Mais c'était quand même son petit-fils. And how about items like for the TV? We talked about this Roku stuff. Yeah. So tell me about that. And it was 3 boxes. So you saw 3 Roku boxes? Mm-hmm. Okay. He stole from me once. He got caught breaking in somebody's house. You stole from YouTube? Yes. Elle a décrit les lecteurs Roku, les ordinateurs portables. Elle avait compris qu'il était sur la mauvaise pente. Mais elle n'arrivait pas à le ramener dans le droit chemin. Il s'en prenait à plus faible que lui et aux personnes qui ne pouvaient pas se défendre. As far as the regular clothes go, was there a time that you saw him come home and he had some stain or some kind of stuff on his pants that caught your attention? Yeah, that one time he came home with some blue cheeks. Well, it was it late at night and he came in and he looked like he was kind of roughed up, and I'm like, well, what happened to you? Well, I got into a scuffle with somebody, and I didn't get hurt. I said, where did blood come from? It came from the other person. And he told me, you know, the other day I saw a scratch on his leg.
why your leg is bleeding? But it did look like he might have that the blue jeans he was wearing, they were bloody. And you're bloody? Yeah. Where did you see the blood on the blue jeans? Down in there, okay. Mostly on like from the knee down, would you say? Like below the knee? Yeah. I'll say that maybe might have been maybe a couple weeks ago. Okay. Blood on the blue jeans was maybe a couple weeks ago? I can't say for sure, but it wasn't this week. You can't say exactly, but you think maybe 2 weeks ago? Yeah. So he came in, you said it was late at night. What time, what do you call late at night, or do you have any recollection about that was? When he comes in, it's like about 1, or when he was working 1 or 2 o'clock. And sometime when he wasn't working, he would try to come in early, like 12 or 11. So what time on this day do you think it was? Any idea? That was, I think that might have been, I'm not for sure, but I know, I think it might have been. Around past 12 o'clock maybe? We're talking 12 o'clock midnight, right? Yeah, midnight. Somewhere around there, past midnight? Yeah. Okay. Elle se rappelle qu'il était rentré couvert de sang. Il lui avait dit de ne pas s'inquiéter, que ce n'était pas le sien. Elle savait qu'il commettait des vols, des cambriolages, mais elle ne voulait absolument pas y être mêlée. À ce moment-là, on commençait à avoir une bonne idée de la façon dont il procédait. Et on s'est dit qu'il était peut-être impliqué d'une manière ou d'une autre. Sur les images vidéo de la station-service, Isom porte un t-shirt et un jean reconnaissables. On a perquisitionné le domicile de sa grand-mère et on a retrouvé un pantalon sur lequel il y avait des taches. Quand on a exploré la scène de crime, on a découvert la carte de crédit de M. Sharp, qui se trouvait à un endroit très étonnant, c'est-à-dire à ses pieds. On a récupéré des relevés de banque afin d'examiner ses comptes. Et on a trouvé 2 tentatives de transaction vers un compte Square, aux alentours de minuit 30 le soir du meurtre. On les a fait analyser et on a eu la confirmation qu'il s'agissait de tentatives de transaction au profit d'Isom. On a également découvert, grâce aux données téléphoniques, que son téléphone portable avait borné sur une antenne près du domicile de Robert Sharp, de façon stationnaire pendant 2 heures. C'est maintenant notre suspect numéro 1. On l'a placé sous surveillance. On l'a localisé à la gare routière d'Ann Arbor. Puis il s'est assis dans un parc. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de l'arrêter. On l'a fait monter dans une voiture et on l'a emmené au poste. Remember your Miranda rights? Did I explain them to you? You got the right to remain silent. Okay. With that in mind, you're willing to talk to me right now? Hear what I got to say? Huh? About you, this whole situation. So, you know, we tracked down a couple people and talked to a couple people, and we executed a search warrant over at your grandma's place. And we got some stuff. So we need kind of to talk to you about that stuff if you want to know what's going on. I can't hear you, man. What? I'm sorry, what? One more time. You were kind of mumbling there. I thought I heard what you said, but if you want to be real clear about it. And what time, the lawyer? Okay. You want to talk to me now? You want to talk to a lawyer? That's fine. Then we got some stuff. Got more. We can't talk to you now unless you want to talk to us first. So, come on out. Put your bag in your cell. Personnellement, je soigne mes interrogatoires. Quand un suspect exige un avocat, c'est un peu une défaite. Je suis convaincu que j'avais affaire à quelqu'un qui n'avait aucun remords. J'avais confiance en la solidité de notre dossier, de nos preuves. Il avait un sac à dos avec lui, contenant 2 ordinateurs volés. On a vérifié les numéros de série. Ils appartenaient à Robert Sharp.
Isom Hamilton a été inculpé de plusieurs chefs d'accusation. Meurtre, incendie criminel, cambriolage, mutilation d'un corps. Your selfish, violent, and senseless acts have brought anguish, fear, and suffering to many. Nothing can bring back the life that's been lost. But you have proven yourself to be the highest danger to society, and you cannot be trusted with freedom again. Il a été inculpé pour meurtre et condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ça a été un grand soulagement pour moi, pour la famille. J'ai eu le sentiment que la famille allait enfin pouvoir aller de l'avant. Isom Hamilton avait cambriolé la maison le 6 juin et il était revenu la cambrioler dans l'espoir de récupérer d'autres objets de valeur quand ça a tourné au meurtre. Isom Hamilton n'a montré aucun remords et aucune émotion. J'ai trouvé ça très triste. Je ne saurais jamais s'il m'a appelé à l'aide au cours de ces derniers instants. Je ne peux absolument pas savoir s'il a pensé à moi au cours de ces derniers instants, ni si j'avais été là, aurais-je pu le sauver. J'aurais dû être là pour le protéger. Ils allaient au Wendy's depuis au moins 16 ans. Les employés du Wendy's et la direction ont mis une plaque en honneur de ma belle-mère et de mon beau-père dans le restaurant et une autre sur le banc à l'extérieur où ils avaient l'habitude de manger. Si on a un regret, c'est de ne pas avoir eu un peu plus de temps. So did you go to ULM as well then? No. Did you? No, you didn't. No, I went to Oxford University and the United Kingdom. See what I mean? So you are a very smart guy. Oh dear, I don't know. I've certainly come around some smart people in my time. Yeah. Au procès, quand ils ont passé les images des caméras d'intervention, il est trop drôle. C'était mon père tout craché. Ces 2 heures le résument à la perfection. Et le plus dur pour moi pendant le procès, c'était ces images. 7h30. Ils ont presque tout passé, ça m'a brisé le cœur. De voir mon père vivant, égal à lui-même. Parfois, j'ai peur d'oublier son visage ou sa voix. Et parfois, j'ai simplement envie de le voir. Et je regarde la vidéo en entier. Il n'y a pas un passage qui me touche plus qu'un autre. C'est une façon de passer l'après-midi avec mon père ou 1 heure avec mon père. Le dernier jour d'école a parfois une odeur particulière, un mélange de chaleur qui s'installe. De couloirs, places bruyantes qui d'habitude, de rires sont peu trop fortes par séquence se sentent déjà ailleurs. Ce matin-là, le soleil de Phoenix semblait avoir décidé de s'accrocher à la ville comme une main posée sur une nuque. Fermé, insistante. Impossible à oublier. Que tightly asterisk 17 my 2001 asterisk. Et asterisk Alisa Turney asterisk avec acceptance. Wikipedia 1. Dans son sac, il y avait des choses ordinaires. Des feuilles pliées, peut-être un stylo. Peut-être du maquillage, peut-être rien d'important. Dans sa tête, en revanche, il y avait ce bruit constant que personne ne voit jamais de l'extérieur. La fatigue d'être surveillé. La fatigue d'expliquer. La fatigue d'être une adolescente dans une maison où l'on ne respire pas comme on veut. Ce n'était pas une fatigue spectaculaire, plutôt une pression diffuse, quotidienne, qui finit par rendre les gestes simples plus lourds. Chez elle, l'atmosphère n'était pas celle qu'on associait à une maison pleine d'enfants. Les murs avaient entendu trop d'ordres, trop de reproches,
Trop de silences, lords. La mère d'Alissa était morte quand elle était enfant. Et la maison avait continué sans elle, comme un corps qui marchait sans comprendre que lui manquait quelque chose d'essentiel. Wikipedia 1. Son père adoptif? Asterisk, asterisk, Michael Turney, asterisk, asterisk. Était le genre d'homme qui remplit l'espace. Pas forcément par des cris, même si ça pouvait arriver, mais par une présence qui aspire l'air. Il y avait ses règles. SES humors, SES certitudes. Il y avait cette sensation, chez ceux qui passaient la porte. Que tout devait être justifié, expliqué. Cadré, et dans cet univers. Alissa grandissait avec une contradiction permanente. Elle était encore une enfant aux yeux de la maison. Mais déjà une jeune femme aux yeux du monde extérieur, sa demi-sœur. Sarah était plus jeune. Elle vivait la maison différemment, avec la naïveté de ceux qui ne comprennent pas encore que certaines choses ne sont pas normales. Si jour-là, Sarah ne savait pas que sa vie allait se scinder en deux. Avant et après, elle ne savait pas qu'une absence peut devenir un décor permanent. Un bruit de fond qui ne s'éteint jamais, la matinée comme tant d'autres. Un trajet, une routine. Une journée qui devait se terminer sous la sensation légère de l'été qui arrive. D'après la version de Michael, il dépose Alissa au lycée, puis la récupéra plus tard à la mi-journée. Wikipédia 1. C'est là que les détails deviennent dangereux, parce qu'ils sont à la fois banals et décisifs. Michael racontera qu'il se serait en dispute. Qu'Alissa aurait quitté la voiture, furieuse. Et serait partie, une scène presque classique. Un adulte qui se sent défié, un adolescent qui se débat pour exister. Wikipédia. One mais dans une affaire comme celle-ci, la banalité est une illusion. Chaque dispute devient un possible point de rupture. Chaque minute devient une porte qui se ferme. Si qui est certain, c'est que ce jour-là, Alissa ne reviendra pas comme prévu, et quand une adolescente disparaît. Le monde commence par se protéger avec des explications simples. Elle a fugue. Elle a voulu prendre l'air. Elle reviendra. Elle se calmera. Ce sont des phrases qui permettent de tenir quelques heures sans paniquer. Elles offrent à l'entourage une forme de répit, et parfois, si répit est fatal, dans l'après-midi, l'inquiétude s'installe progressivement, comme une ombre qui s'allonge sans qu'on puisse l'arrêter. Les appels restants sans réponse, les minutes devenant lourdes. La maison, d'ordinaire contrôlée, commence à vibrer d'un désordre inhabituel. En church, on s'énervait, on ouvrait des portes, on refermait des tiroirs sans savoir ce qu'on espérait y trouver, puis il y eut la chambre. C'est souvent là, dans ces espaces minuscules, qu'on trouve les choses les plus terribles, pas parce qu'elles sont violentes, mais parce qu'elles sont intimes, un lit de fête. Un vêtement pose trop vite, une brosse à cheveux, des posters, des traces de personnalité. La chambre d'un adolescent est un territoire. Le voir soudain comme une scène potentielle, c'est déjà une forme de traumatisme. Michael dira qu'un mot avait été laissé. Une note à Alissa expliquerait qu'elle partait, qu'elle fuguait, qu'elle allait en Californie. Wikipédia 1, une note. C'est une chose curieuse. C'est une petite passerelle entre celui qui part et ceux qui restent. Mais c'est aussi une arme à double tranchant. Elle peut éclairer, ou au contraire brûler. Elle peut être authentique. You construit. Elle peut être un cri de liberté. Ou un rideau tiré devant une vérité plus sombre. Et dans cette histoire, cette note allait devenir l'un des pivots les plus empoisonneux, parce qu'une note permet au monde de respirer. Elle rend la disparition compréhensible. Elle la rend logique. Elle offre un récit prêt à porter. Elle oriente les regards. Elle réduit la panique. Mais si ce récit est faux,
Alors s'il n'est fait parce que trompeur, il détourne. Ce jour-là, une disparition s'est mise à prendre la forme et la place insupportable. Cela donne vie sans explication. Les proches chercheront à reconstituer les dernières heures. Où avait-elle été vue? Avec qui? À quel moment? Les souvenirs se contredisent toujours. Parce que le cerveau s'accroche à ce qu'il peut. Parce que chacun veut être utile. Parce que chacun veut croire qu'il tient un fil. Et dans si brouhaha. Il y avait un silence plus lourd, celui d'Alissa elle-même. Son absence n'était pas seulement physique, elle était comme une coupure nette. Comme si quelqu'un avait éteint une présence d'un guest. La police fut contactée. Un rapport de disparition fut fait le jour même, mais au départ, l'affaire ne fut pas traitée comme une urgence criminelle. L'hypothèse de la fugue domina. Wikipédia 1. C'est l'un des aspects les plus claquants des disparitions d'adolescents. Le monde. Parfois, accepter trop vite l'idée qu'elles ont choisi de partir. Comme si l'âge autorisait l'effacement. Comme si d'acceptance signifiait déjà. Elle s'en sortira. Cette première décision, celle de ne pas suspecter, immédiatement un danger majeur à une conséquence invisible. Elle ralentit tout. Elle laisse le temps à la poussière de se déposer sur les traces. Elle laisse les heures cruciales se dissoudre. Elle transforme l'urgence en attente. Pendant ces temps, la maison continuait de respirer, mais d'une manière différente. Chaque objet semblait chargé d'une tension nouvelle. Le téléphone posé sur une table devenait une menace. Il ne sonnait pas. Les fenêtres devenaient des écrans. On regarde dehors comme si le monde devait rendre chez qui la prise. Les portes claquaient, l'espace dans le couloir. Tout prenait une intensité disproportionnée. Sarah. Elle observait. Elle n'avait pas les mots. Elle n'avait pas la structure mentale pour comprendre que certains adultes mentent. Que certaines histoires se fabriquent. Elle voyait seulement une grande sœur qui n'était plus là. Et des adultes qui parlaient d'elle comme d'une personne déjà lointaine. Alice avait un travail. Un petit quotidien de jeune fille qui commence à s'émanciper. Elle travaillait dans un fast-food. Elle avait une vie en dehors des murs de la maison. Wikipédia, one sees details la content. Parce qu'ils sont incompatibles avec l'idée d'une disparition totale et volontaire. Une fugue complète. Une disparition sans contact, sans trace durable. Qui ne ressemblait pas à une simple crise d'adolescence, qui ressemble à autre chose. Mais pour le comprendre, il faut accepter d'ouvrir des questions inconfortables. Et les questions inconfortables sont une particularité. Elles cherchent toujours un point d'appui. Elles cherchent un responsable, un contexte, une logique dans cette histoire. Le contexte était déjà là, posé comme un décor. Un foyer tendu, un père adoptif omniprésente. Une adolescente à l'âge exact où le contrôle et la liberté se battent le plus violemment. La soirée du 17 mai s'étira. Et avec elle, une sensation pire que la peur. L'impuissance. Quand un enfant disparaît. La famille fait naturellement ce que font tous les humains. Elle cherche du sens dans le chaos. Elle se raconte des scénarios. Elle imagine que la porte va s'ouvrir. Elle s'accroche à l'idée qu'il y a un android où Alice attend. Qu'elle va téléphoner. Qu'elle va rentrer. Qu'elle va rire. Qu'elle va dire que c'était rien. Mais à mesure que la heure avance, ces scénarios deviennent moins crédibles. Et quand les scénarios murent, il ne reste que la réalité brute, une chambre vide. Une chaise qui ne grince pas. Une place à table qui reste intacte. C'est à ce moment-là que les histoires commencent à se déformer, parce que lorsque la peur devient trop grande. Certains cherchent à la contrôler par le récit. C'est la chose la plus puissante au monde. Il peut te protéger. You écrase, il peut te sauver. You masque une disparition.
Si on ne la comprend pas, peut détruire une famille entière de l'intérieur. Alors on choisit parfois l'explication la moins insupportable. La fugue. La Californie. La crise. Et pourtant, même dans cette version, quelque chose résistait. Pourquoi partir le dernier jour d'école? Comme que, sans quoi aucun ami ne le sache. Pourquoi disparaître sans trace durable? Pourquoi ne pas contacter au moins quelqu'un ami? Un petit ami, une ancienne camarade si l'idée était simplement de partir. Cette absence de contact allait devenir, avec le temps, l'un des éléments les plus déchirants de l'affaire, parce qu'elle suggérait non pas son départ, mais une rupture totale. Oxygen 2. Dans les heures qui suivirent, les proches commenceront à scruter les détails. Les détails sont cruels, ils donnent l'impression qu'on avance. Mais ils ne font parfois que nourrir l'obsession. On se demande si quoi Alice apportait. On se demande si elle avait pris de l'argent. On se demande si elle avait un sac. On se demande si elle avait l'air inquiète ces derniers jours. Si elle avait dit quelque chose. Si elle avait l'air un inditi. On se demande tout ce qu'on n'a pas demandé avant. Le plus terrible, dans ces instants, c'est que la maison devient un tribunal, pas un tribunal officiel. Nani, un tribunal familial. In time, chaque parole prononcée prend un poids de disproportion. Chaque version est comparée. Chaque hésitation devient suspectée. On ne le veut pas, on ne le choisit pas. Qui arrive, parce que la disparition est une violence qui oblige à chercher un sens. Et le sens, souvent, s'accroche à une personne, cette nuit-là. Phoenix ne semblait pas différente. La ville continuait d'exister. Lumineuse et bruyante, des voitures passaillantes. Des gens sortaient, des familles regardaient la télévision. La normalité était partout, et c'était précisément ce qui rendait la situation insoutenable. Comment le monde peut-il continuer quand une personne cesse d'être là, dans cette normalité? La maison tournée devint un petit îlot de chaos, et dans ce chaos. Le nom d'Alice commence à s'éloigner du réel pour entrer dans une autre catégorie, celle des disparus. Une catégorie qui a sa propre grammaire, ses propres habitudes. Affiches, appels, numéros, hypotheses, statistiques, un langage qui déshumanise parfois. Simplement parce qu'il doit traiter l'horreur, mais au départ, personne ne voulait la voir ainsi. Personne ne voulait cette étiquette. On voulait croire qu'elle était en vie, quelque part, avec un plan, avec un choix. On voulait croire que le monde est logique. C'est là que le récit devient véritablement dangereux. Il y a un moment où l'on comprend que le monde, parfois, ne rend pas si qu'il prend. Le 17 mai se termina sans Alisa. Et quand une journée se termine ainsi, elle ne se termine pas vraiment. Elle se répète, elle se réjouit. Elle se recrée dans les pensées, dans les disputes. Dans les regrets, elle devient une boucle. Le téléphone devient un instrument de torture, chaque appel nous fait monter le cœur dans la gorge. Chaque bruit de voiture devant la maison fait croire à un retour, puis rien. Et au milieu de ces rien, une phrase. Froide et ordinaire, commence à s'installer. Elle a fugue. Cette phrase allait devenir une cage. Une cage pour la famille, une cage pour l'enquête. Une cage pour la vérité. Parce qu'une fois qu'une disparition est classée comme une fugue, elle perd immédiatement en gravité dans l'esprit collectif. Elle devient presque explicable. Presque logique. Et ce qui est explicable n'est pas urgent. Mais l'absence d'Alisa ne ressemblait pas à une simple fugue. Elle ressemblait à un effacement. Et cet effacement, de ces premiers jours, portait déjà en lui une promesse sombre. Celle d'une histoire qui ne se laisserait pas terminer proprement. Wikipédia 1. La nuit avant Kate
et la maison au lieu de s'endormir. Semblait retenir son souffle comme ici. Quelque part, un détail manquait encore. Comme si un fil invisible attendait d'être tiré, comme si. Derrière la note et les explications faciles, une autre réalité commençait déjà à se former plus lente. Plus terrifiante, parce qu'il y a une vérité que l'on apprend trop tard dans les disparitions. Le premier récit n'est pas toujours le vrai, et quand on accepte trop vite le premier récit, on se révèle un jour en comprenant qu'on a cherché au mauvais endroit. Alissa n'était plus là. Et le silence, lui, venait seulement de commencer. Le lendemain matin, la lumière entra dans la maison comme si rien n'avait changé. C'était cela. La première insulte du réel. Le soleil s'élevait avec la même assurance. Les oiseaux faisaient le même bruit. La ville reprenait son rythme. Et pourtant, au centre de la maison, il manquait une présence, pas un objet, pas une habitude, une personne. On appelle ça une disparition quand on ne sait pas quoi dire d'autre. Mais au tout début, ce mot n'a pas de forme. Il n'a pas encore de poètes. Il est trop grand pour les premières heures, trop abstrait. Dans les premières heures, on vit plutôt avec des gestes. On ouvre des portes, on vérifie des pieces. On refait les mêmes trajets, on demande. On répète, on s'accroche à l'idée qu'on a simplement fait quelque chose. Qu'il y a un malentendu, que le monde est encore cohérent. Si matin-là, Michael, le père adoptif, avait déjà une version. Elle était prête, comme une veste qu'on enfilait avant de sortir. Une dispute, une adolescente en colère, un départ impulsif, une note. La Californie. Il prononce ces éléments comme des points fixes. Comme si les dires suffisaient à empêcher le reste de s'effondrer, c'était une histoire nette. Presque trop nette. Un récit qui, en apparence, tenait debout. Mais un récit n'est pas une preuve. Un récit. C'est aussi un autre, et dans une maison où l'air semble parfois appartenir à celui qui parlait le plus fort. Le récit devient une forme de contrôle. Sarah, elle ne savait pas encore que le contrôle peut survivre à l'absence. Elle croyait que quand quelqu'un disparaît, tout s'arrête. Que les adultes deviennent soudain transparents, vulnerables. Honnêtes, elle s'attendait à des larmes, à des appels frénétiques, à des portes claquées, à des cris. Il y a un autre? Oui, mais pas comme elle l'imaginait. Si ne fut pas un chaos spontané, si fut un chaos organisé, dirigé, canalisé. Un chaos où l'on décidait ce qu'il fallait dire. À qui? Et quand la police posait les mêmes questions que dans toutes les disparitions. La dernière fois qu'on l'a vu, s'atténuer. Les amis, les habitudes. Les lieux qu'elle fréquentait, à l'autre bout. On entendait parfois le bruit d'un stylo sur du papier, le frottement d'une procédure qui se met en place. Mais la procédure est si lenteuse, et dans si lenteuse. Une adolescente peut devenir un point flou, elle a fugue. Répétait-on comme une incantation. Et une fugue dans l'imaginaire collectif. Que vous direz, elle reviendra. Que vous direz, si n'est pas faussement dangereux. Que vous direz, laissez-lui le temps de se calmer. Que vous direz, attendez. Attendez, pourtant. C'est ce que l'on fait quand on a le luxe du temps, quand on n'a pas si luxe. Attendre devient une faute, et ce matin-là, personne ne le savait encore, mais chaque heure qui passait paissait le silence. Dans la maison, les objets devenaient suspects. La brosse à cheveux d'Alissa, son parfum, et ses vêtements. On les regardait comme si l'un d'eux allait soudain se mettre à parler.
On fouillait ses tiroirs, puis on les refermait avec une douceur étrangère. Comme si on craignait de casser quelque chose d'invisible, Sarah observait tout. Immobile, elle n'était pas assez grande pour diriger. Pas assez petite pour être épargnée. Elle était coincée entre les adultes et l'absence. Condamnée à entendre des phrases qui se contredisaient, la note. Surtout, planait sur tout comme une ombre. Michael la mentionnait pour expliquer. La note devenait le point final avant même que la phrase ne soit terminée. Elle a laissé une note, comme si elle devait suffire. Comme si une feuille de papier pouvait remplacer la présence d'une file, mais place en prenant son mot. Place en put s'y cacher, et plus la note prenait de place. Place la question essentielle se glissait dans les interstices. Si Alyssa était partie par choix. Pourquoi si vide total? Pourquoi cette absence sans contact? Sans trace, sans retour vers quelqu'un qu'elle aimait. Même on peut claquer une porte. On peut fuir une maison, mais disparaître du monde entier. C'est autre chose. Cela exige soit une détermination hors normée, soit une contrainte. Dans les jours qui suiviront, le quartier devint un théâtre discret. Des voisins disant ne rien avoir vu. D'autres prétendaient avoir entendu une voiture, un bruit des portières, un moteur qui s'éloigne. Ils sont toujours des souvenirs qui apparaissent après coup. Quand la mémoire se met à inventer, si qu'elle n'a pas enregistré, on cherche à être utile. On cherche à trouver un moment précis, une scène simple. Quelque chose qui puisse se raconter, parce que ce qui ne se raconte pas fait peur. Michael, lui, restait au centre de sa version. Il parlait avec assurance. Il expliquait, il détaillait. Il insistait sur l'idée de la dispute, sur le fait qu'Alyssa était partie en colère. Il décrivait une adolescente difficile, une adolescente qui voulait sa liberté. Qui ne supportait plus les règles, il peignait un portrait qui, petit à petit, plaquait la disparition dans une logique comportementale. Elle a fait un choix, elle a voulu partir. Mais chaque fois qu'on transforme une disparition en choix, on déplace aussi la responsabilité. Si n'est plus que lui est-il arrive, c'est pourquoi a-t-elle fait cas? Et cette question-là, subtilement, culpabilise la disparue, elle la rend presque fautive. Elle rend l'enquête moins urgente, parce qu'elle devient une affaire privée. Un conflit familial, une crise d'adolescence. Sarah entendait ces phrases et quelque chose en elle. Gratitude, pas une certitude. Pas encore une gêne. Une sensation qu'on parlait d'Alyssa comme d'une personne qu'on connaît mal, comme si l'on fabriquait une Alyssa commode. Une Alyssa explicable. Et pourtant, Sarah se souvenait d'une grande sœur qui avait des humeurs. Oui. Mais aussi des gestes doux, des rires, des rêves de sortie, des projets simples. Une grande sœur qui voulait vivre, pas se dissoudre. Les amis d'Alyssa furent contactés. Certains dirent qu'elle n'avait parlé à personne d'un départ. D'autres raconteront qu'elle semblait fatiguée ces derniers temps, tendue. Impatiente de quitter la maison, les deux pouvaient être vrais à la fois. Mais une chose se dessinait, personne n'attendait une disparition totale. Personne ne disait, ah oui. Elle allait partir pour de bon demain. On n'a pas ce genre de conversation sans laisser un écho. Les jours glisseront, les affiches apparuront. Le visage d'Alyssa souriant. Imprime sur du papier, accroché sur des poteaux. Des vitrines, des panneaux. Un visage qui, dans la lumière du jour, semblait appartenir à une autre vie. Le papier tremblait dans le vent. Comme si la ville, même avait du mal à porter cette histoire. Et dans ces mouvements, l'un de la disparition qui devient officielle. Un autre phénomène s'est produit ici, l'usure des gens. Les proches, au début,
répondant à chaque appel, ils courent à chaque piste. Ils croient à chaque rumeur, puis, petit à petit, ils comprennent que certaines pistes ne sont que des mirages, que certaines rumeurs ne sont du besoin que le monde de se sentir implique, et cette compréhension la fatigue. Elle attaque le corps, elle dévore le sommeil. Dans la maison, l'atmosphère se densifie. L'absence d'Alissa ne crée pas seulement un vide. Elle modifie la géométrie des relations. Chaque conversation devenait potentiellement accusatrice. Chaque silence devenait potentiellement coupable. Et quand la peur s'installe dans une famille, elle ne reste jamais pure. Elle se mélange à la colère, au ressentiment, au besoin de garder le contrôle. Michael semblait vouloir garder ce contrôle. Il répondait, mais à sa manière, il donnait des informations. Mais encadrant le récit, il montrait qu'il coopérait. Tout en occupant l'espace avec son interprétation, c'était un équilibre étrange. Assez d'ouverture pour ne pas paraître fermé, assez de direction pour éviter que le récit ne lui échappe. C'est dans cette zone-là que naissent les doutes, pas dans un détail spectaculaire. Dans une accumulation de micro-gestes, une manière d'insister. Une façon de conclure trop vite, une phrase qui revient, comme un refrain, elle y fugue. Sarah, un soir. C'est souvent d'un dit-elle, un dit-elle idiot. Presque rien. La façon dont Alissa. Parfois, s'arrêtait dans le couloir. Comme si elle voulait dire quelque chose, puis s'éteisait. La façon dont elle regardait une fenêtre plus longtemps que nécessaire. La façon dont elle se raidissait quand l'espace approchait. De gestes qui, sur le moment, n'étaient que des humeurs adolescentes, mais dans le contexte d'une disparition. Les humeurs deviennent des indices, et les indices, quand ils ne trouvent pas de réponse, deviennent des blessures. La maison avait aussi sa propre logique interne, et Sarah commençait à la sentir. Ce qui pouvait être dit, ce qui ne devait pas être dit, et qui on pouvait parler, à qui on ne devait pas parler. On apprend ces genres de règles sans qu'on vous les enseigne, on les apprend à l'attention dans l'air, au changement de ton, au regard qui vous arrête. Et quand une disparition survient dans une maison comique, les règles ne disparaissent pas. Elles se renforcent. À l'extérieur, la police continuait de fonctionner comme elle fonctionne. Des appels, des vérifications, des dossiers. Mais l'énergie initiale retombait, pas par méconcept. Par logique institutionnelle, il y a trop de cas. Trop de demandes, trop d'urgences. Les disparitions d'adolescents, surtout, se font avaler par la notion de fugue, si mot a un pouvoir destructeur. Elle rend l'urgence discutable, mais dans l'intimité. L'urgence, elle, ne diminuait pas, elle se transformait. Elle quittait l'agitation des premiers jours pour devenir une obsession. On accorde place partout. On pense, on rumine. On reconstruit, on cherche des failles dans la version officielle du foyer. Et c'est là que l'histoire commence à changer de texture, parce que, petit à petit, des gens commenceront à parler autrement. Pas fort, pas publiquement. À voix espacée, des amis, des connaissances, des personnes qui avaient vu des choses, entendu des phrases, beaucoup d'extension. Ils ne disaient pas faussement. Il lui a fait du mal. Ils disaient plutôt qu'il n'était pas normal. Et cette phrase, quand elle s'accumulait, devient dangereuse. Elle ouvrait une porte que certains préfèrent garder fermée. Sarah entendait C.S. murmurs indirectement, un adulte qui baisse la voix quand elle entre dans la pièce. Un téléphone qu'on raccroche trop vite, un échange dans la cuisine. Tard le soir, et placé le sentait quand lui cachait des choses.
Place elle se met à être observer. L'observation devient une arme quand on n'a pas de pouvoir. Elle a appris à lire les gestes de Michael, à écouter les silences entre ses mots, à repérer les moments où son récit se durcit. Il y avait des contradictions minuscules. Des détails qui changeaient légèrement selon l'interlocuteur, rien d'assez énorme pour être une preuve, mais assez pour faire naître une question. Pourquoi un récit sincère a-t-il besoin d'être ajusté? Pourquoi une vérité simple demande-t-elle autant de répétitions dans les semaines qui suiviront? L'absence d'Alice a pris une nouvelle forme. Elle devint une présence dans le conflit. Dans une famille, une absence peut devenir un enjeu, un symbole, une armée. Sans le vouloir, Sarah sentit que sa grande sœur était maintenant utilisée comme une histoire qu'on racontait. Qu'un modèle, comme si Alisa, même disparu, pouvait encore être contrôlé. Cette idée la lui donna la nausée, parce qu'elle aimait Alisa. Et parce que l'amour, face à l'injustice, s'y transforme souvent en rage un jour. Sarah se surprit à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle imagina Alisa non pas en train de partir, mais en train de ne pas pouvoir revenir. Elle imagina une porte fermée de l'extérieur. Une voix étouffée, une peur qui montait. Et cette image, même si elle n'était qu'une pensée, s'accrocha à elle comme une écharde. À partir de là, tout changeait chaque fois qu'on disait fugue. Sarah entendait effacement chaque fois qu'on disait elle reviendra. Elle entendait en vue que tu arrêtes de poser des questions. Et ce qui était au départ une inquiétude devint une posture intérieure. Le refus d'accepter l'explication la plus commode. Si refus ne fit pas d'elle une héroïne immédiatement. Il fit d'elle un enfant isolé dans sa propre maison, un enfant qui commence à comprendre que certaines vérités, quand elles sont trop lourdes, sont repoussées hors du langage. Parce qu'une foyer peut continuer à fonctionner même avec un mensonge au centre, tant que tout le monde joue son rôle. Les jours se succéderont et la ville finit par s'habituer à l'affiche d'Alisa. Les gens s'habituent à tout, même à l'horreur. Quand elle ne les touche pas directement, l'affiche devient un décor. Le sourire imprime ses décolores sous le soleil et l'histoire. Pour le monde extérieur, se transforme lentement en disparition non résolue. Une catégorie froide, presque statistique. Mais pour Sarah, l'histoire ne se refroidissait pas. Elle chauffait chaque fois qu'elle repensait à cette journée de mai. Quelque chose lui semblait faux, comme si la disparition avait été annoncée avant même d'avoir lieu. Comme si la maison, au lieu de crier, s'était refermée, comme si le récit avait été préparé pour étouffer les questions. Elle ne pouvait pas prouver quoi que ce soit, pas encore. Mais elle pouvait sentir, et parfois. Sentir suffit à vous empêcher de dormir, dans les nuits de Phoenix. Quand tout est immobile et que la chaleur ne lâche pas prise, l'esprit se met à tourner. Sarah se demandait d'où Alisa était, si elle avait peur, si elle avait faim, si elle appelait dans sa tête. Et ces questions, sans réponses, se transformaient en une seule, beaucoup plus dangereuse. Et si Alisa n'avait jamais eu le choix? Cette question? Personne ne voulait l'entendre à voix haute, parce qu'une fois qu'on la prononce, on ne peut plus revenir à la version simple une fois qu'on la prononce. Il faut regarder certaines personnes autrement. Il faut admettre que le danger peut venir de l'intérieur, pas de l'extérieur. Edka! C'est une pensée qui détruit les maisons, alors. Le monde continuait à dire fugue. Les procédures continuaient à suivre leur cours. Les jours continuaient à s'empiler, mais sous cette surface. Une autre histoire commençait à prendre forme, celle d'une adolescente disparue d'un circuit. Lentement, commençait à comprendre que la vérité ne se trouverait pas dans les explications faciles.
Parce qu'une fugue, même une fugue douloureuse, laisse des traces, une disparition totale. Elle ressemble à autre chose, et plus le temps passait, plus cette autre chose s'est rapprochée. Silencieuse, comme une ombre qui ne se contente plus d'être un décor. Elle commençait à devenir une présence, une menace. Une vérité possible, et quand une vérité possible s'installe dans une maison. La maison ne dort plus, elle écoute. Elle se méfie, elle retient son souffle. Comme si, quelque part, la disparition d'Alissa n'était pas seulement une absence, qu'était un secret. Les semaines passeront, puis les mois, et la disparition d'Alissa changeait de texture. Au début, c'était une urgence brûlante, une plaie ouverte qui saignait à chaque minute. Puis l'urgence devint un bruit de fond, pas parce que la douleur diminuait, mais parce que le monde autour se fatigue vite. Les gens s'habituent à l'inacceptable quand ils s'installent sans leur demander la permission. Ils posent moins de questions, ils prononcent le prénom moins souvent. Ils regardent ailleurs pour se protéger, dans la maison. En revanche, l'absence ne se calme pas. Elle s'épaississait, elle entrait dans les murs. Dans les couloirs, dans les objets laissés là comme des preuves involontaires. Une chaise vide n'était plus une chaise, c'était un rappel. Un reproche silencieux, une présence négative qui avalait l'air. Sarah, elle grandissait avec si vite, au début. Elle avait cherché Alissa comme on cherche quelqu'un dans un supermarché, en croyant qu'il suffit de tourner au bon rayon, d'ouvrir la bonne porte, de la voir apparaître avec une explication simple. Mais très vite, elle comprit que personne ne cherchait comme que. Pas vraiment. Les adultes cherchaient dans les limites de ce qu'ils étaient prêts à admettre. La police aussi, parfois. Chercher dans des cadres est un cadre. Quand il est mal choisi, ne faites pas ce que contenir l'enquête. Il la tord, le cadre. Dans cette histoire avait un nom. Fugue. Le mot restait là. Plante comme un panneau indicateur au bord de la route, et tout ce qui venait ensuite devait se conformer. Une fugue suppose une intention, un plan ou au moins un mouvement. Une fugue laisse des traces, des appels à une amie. Un message, un passage repéré. Un rumeur crédible, une fugue. Mime chaotique, finit presque toujours par se bruiter. Les adolescents disparaissent rarement sans laisser un seul souffle derrière eux. Orbi. Alissa avait disparu comme si quelqu'un avait effacé son contour. Sarah le sentait dans les détails. Et les détails, pour un enfant, deviennent des preuves intimes. Le tiroir qu'Alissa aurait faussement ouvert si elle était partie volontairement. Les objets qu'elle aurait pris sans hésiter. Les habitudes qu'elle n'aurait pas brisées sans raison. Et surtout, si silence total. Pas une voix, pas un signe, pas une maladresse, rien. Si rien avait une violence particulière, il obligeait à imaginer des scénarios que personne ne voulait prononcer. Dans la maison, Michael continuait à parler. Il parlait souvent, trop souvent. Il martelait les mêmes éléments comme un refrain. La dispute, la note, la Californie. Il le disait avec une certitude qui aurait dû rassurer, mais Sarah ne se sentait pas rassurée. Elle se sentait enfermée, parce qu'une récite répétée à 6 points finit par ressembler à une porte qu'on maintient fermée. Et puis il y avait autre chose, plus difficile à saisir. La manière dont Michael réagissait quand on posait certaines questions. Certaines questions glissaient sur lui comme sur une vitre. D'autres semblaient heurter quelque chose à l'intérieur. Et là, le ton changeait, la voix se doucissait. Les mots devenaient plus rapides, plus tranchants. On n'obtenait pas une réponse, mais une réprimande.
come si la questione elle-même était une faute. Sarah apprit à reconnaître aussi les zones interdites. Elle les sentait dans son ventre avant même d'en comprendre la logique, et plus une zone était interdite. Plus elle devenait intéressante, c'est ainsi qu'on fabrique. Malgré soi, un esprit d'enquête. En grandissant dans un endroit où certaines vérités sont cadenassées, le temps, au lieu d'apaiser, commence à produire une autre forme de violence. La normalisation, la maison reprit un rythme. On mange à table, on regarde la télévision. On parle d'école, de courses, des factures, et chaque fois que les quotidiens se glissaient sur l'absence comme si elle n'existait pas. Sarah ressentait une rage muette. Comment peut-on vivre normalement quand Lisa n'est pas là? Comment peut-on rire, discuter? Corriger un devoir, comme si une personne avait juste cessé d'être et que cela ne brisait rien. Elle comprit alors une chose essentielle. Certains adultes sont capables de continuer parce qu'ils ont besoin de continuer. Pas par courage, par nécessité. Et parfois, cette nécessité ressemble dangereusement à une indifference. Au fil des années, Sarah s'est mise à chercher autrement. Au début, c'était un instinct. Une résistance confuse, puisqu'elle a devenu un projet intérieur. Presque une promesse, elle n'avait pas les mots. Pas l'âge, pas les outils. Mais elle avait une mémoire, elle avait des souvenirs précis. Des scenes, des tensions, des interdits, et surtout. Elle avait une intuition qui refusait de mourir. Cette intuition s'alimente d'autres choses. Des phrases entendues par hasard, trop tard le soir. Des conversations interrompues quand elle entrait dans une pièce. Des silences brutaux. Des dossiers rangés trop vite. Des accès à certaines pièces de la maison qui semblaient toujours réservées. On peut vivre dans une maison et ne pas en posséder les clés. Sarah vivait dans un endroit où l'on apprenait à ne pas ouvrir certaines portes. Elle commença à observer les objets, non plus comme une enfant, mais comme quelqu'un qui cherchait des contradictions. Elle remarqua les fixations de Michael. La surveillance, la sécurité, le contrôle. Il aimait l'idée de savoir, de voir, d'anticiper. Et quand on aime trop savoir, ce n'est pas seulement une prudence, cela ressemblait à un besoin de domination. Plus tard, Sarah se souviendrait de cette sensation. Dans cette maison, on ne grandissait pas en se demandant qu'est-ce que je veux. Mais qu'est-ce qui a permis la disparition d'Alyssa? Dans ce contexte, prit une signification nouvelle. Elle n'était plus seulement une tragédie. Elle devenait une rupture dans un système. Un événement qui pouvait, potentiellement, exposer aussi que le système cachait, et c'est là que les murs se rapprochent. Plus Sarah grandissait, plus elle se rendait compte que le monde extérieur ne comprenait pas ce qu'elle ressentait. Pour les autres, c'était une histoire triste. Un mystère, un dossier ancien. Pour elle, c'était une vie quotidienne. Une maison, un homme. Une manière de vivre sous une autorité qui semblait se nourrir du silence. Elle essaya d'en parler. Prudemment à des amis. Parfois à des adultes de confiance. Mais dès qu'elle prononçait certaines choses, elle voyait les visages se fermer. Les gens ont peu des histoires familiales quand elles deviennent sombres. Ils veulent aider, mais ils veulent aussi rester loin du feu. Et le fou, ici, était proche. Qu'était la possibilité que la menace ne vienne pas de la rue, mais du salon. Sarah comprit aussi que la vérité, dans ce genre d'affaires, n'arrive pas comme une révélation spectaculaire. Elle arrive comme une accumulation de petites dissonances. Et un jour, si ces dissonances deviennent trop nombreuses pour être ignorées,
Si Joe la arriva quand Sarah comincia a riconstituire le portrait d'Alissa au-delà du récit impose. Alissa n'était pas seulement une adolescente en colère. Elle avait ses plans, ses envies, ses scouts. Elle voulait une vie qui lui appartenait. Elle parlait d'avenir. Elle avait des repères. Et surtout, elle avait des liens. Elle avait des amis en travail. Une existence socialement visible. On ne disparaît pas de cette visibilité comme on disparaît d'une chambre. Place Sarah reconstruit cette Alissa réelle. Place l'Alissa décrite par Michael lui paraissait artificielle. Tila, presque fabriquée pour justifier l'injustifiable. Et alors une pensée se forma, dangereuse. Irreversible. Si le récit de la fugue était pratique, c'est peut être parce qu'il servait quelqu'un. Cette pensée change tout. Parce qu'à partir du moment où vous suspectez que le récit sert, vous commencez à chercher à qui il sert. Et quand vous cherchez à qui il sert, vous commencez à regarder les gens avec une lucidité nouvelle. Sarah commence à faire ce que font les survivants quand ils n'ont plus confiance. Elle les documenta. Elle les nota. Elle conserve des dates, des phrases, des souvenirs. Elle se mit à traiter son histoire comme un dossier, non parfois dur, mais parce que la foi dure est parfois la seule manière de rester debout. Quand l'émotion vous submerge, l'organisation devient une bouée. Elle comprit aussi qu'un système ne se combat pas avec des cris. Il se combat avec des faits. Mais les faits, dans une disparition ancienne, sont fragiles. Ils s'érodent, ils disparaissent. Ils s'oublient et surtout, ils peuvent être contrôlés par celui qui a le pouvoir. Dans ces cas, le pouvoir était dans la maison, dans les papiers. Dans la narration familiale, Sarah n'avait pas le pouvoir. Elle devait donc créer un autre type de pouvoir, celui de la persistance. Au fil des années, elle tentait de parler aux enquêteurs, de relanceurs, de demandeurs. Elle a appris le langage des procédures, cette langue froide qui vous oblige à traduire la douleur en phrases courtes et en questions précises. Elle découvrit aussi une réalité brutale. Une enquête ne se relance pas uniquement parce que quelqu'un souffre. Elle se relance quand quelque chose, enfin, bouge. Une incohérence, une preuve, un témoignage, un élément nouveau. Et comment obtenir un élément nouveau quand tout le monde a déjà décidé que l'histoire était ancienne? Sarah comprit qu'elle devait devenir elle-même l'élément nouveau, non pas en inventant, en insistant, en refusant la fatigue collective. C'est là que la transformation commence. Quand une sœur cesse d'attendre que quelqu'un d'autre cherche, elle commence à chercher à sa place, mais cette décision a un prix. Elle crée un conflit intérieur parce qu'elle exige de regarder un père adoptif autrement, de se dire qu'il ne peut être pas seulement un homme difficile, qu'il peut être le centre de l'obscurité. Et personne ne veut croire que, personne ne veut prononcer cette idée. Parce que prononcer cette idée, c'est accepter que la maison n'était pas un refuge. Sarah résiste longtemps à cette conclusion. Elle essaya de se convaincre qu'il y avait une autre explication. Qu'Alissa avait pu partir, qu'elle avait pu être emportée par une mauvaise rencontre, qu'elle avait pu tomber dans son danger extérieur. Toutes ces hypothèses avaient quelque chose de moins insupportable. Parce qu'elles éloignaient le mal du foyer, mais plus elles exploraient. Plus ces hypothèses se heurtaient à la même impasse, l'absence totale de traces. Un départ laisse une ombre, un crime extérieur laisse souvent un mouvement. Ici, il n'y avait rien. Rien qui respire, rien qui circule. Rien qui remonte, comme si l'histoire avait été contenue. Comme si le chaos avait été gardé à l'intérieur. Sarah finit par comprendre que l'élément le plus terrifiant n'était pas ce qu'elle savait. C'était ce qu'elle ne savait pas, mais ce qu'elle sentait.
Et quand vous vivez avec cette sensation, vous commencez à interpréter le monde comme une chambre de mines. Vous regardez les comportements, vous écoutez les silences. Vous repérez les contradictions, non pour accuser, mais pour survivre. Elle remarque. Par exemple, à quel point Michael semblait préoccupé par son image. Il voulait être perçu d'une certaine manière, rigoureux, responsible, victime d'une adolescente difficile. Et cette préoccupation, au fil du temps, devient presque plus visible que son chagrin, quand quelqu'un aime trop sa version. On commence à s'y demander si qu'il craint, Sarah se mit aussi à ressentir une chose qui dépasse la logique. La peur, pas une peur spectaculaire. Une peur sourde, in time. Comme un animal tapis dans la poitrine. La peur de poser la question de trop. La peur de déclencher une colère. La peur de franchir une limite invisible. Cette peur-là n'était pas une épreuve, mais elle était un indicateur. Elle décide, dans cette maison, certaines vérités ne sont pas seulement tristes, elles sont dangereuses. Avec le temps, Sarah s'est rendue compte que la disparition d'Alyssa ne l'avait pas seulement privée d'une sœur. Elle l'avait transformée en témoin, un témoin sans signe, sans corps, sans conclusion. Un témoin d'une vie que d'autres préfèrent combler avec une histoire simple. Et c'est précisément pour celle qu'elle a fait devant. Pour elle, une mission. Non pas parce qu'elle se croyait héroïque, mais parce que l'alternative était insupportable. Vivre dans un monde où Alyssa aurait été effacée sans que personne ne se batte, cette mission prit une forme concrète. Sarah se rapprocha de ceux qui pouvaient encore parler, les amis d'Alyssa. Les anciennes connaissances, les gens qui avaient vu des tensions. Entendu des choses, elle découvrit que, parfois, des vérités existent à l'état de murmures. Pas assez solides pour un tribunal, mais assez persistantes pour un cœur. Et dans ces murmures, un motif revenait. La maison n'était pas normale. Michael n'était pas normal. Le contrôle n'était pas normal. La peur n'était pas normale. Chaque fois qu'elle entendait une variation de cette phrase, Sarah sentait sa détermination se durcir. Elle n'était plus seule à ressentir le malaise. D'autres l'avaient senti. D'autres l'avaient vu. D'autres, peut-être, avaient eu peur aussi. Mais la peur, quand elle est partagée, devient parfois une force, un soir. En relisant SES Notes, Sarah se rendit compte d'un détail qui la frappa comme une évidence tardive. Depuis le début, l'histoire avait été racontée comme si Alyssa avait quitté la maison. Comme si le point de départ était la route, l'extérieur, la ville, mais et si le point de départ était à l'intérieur. Et si la disparition n'avait jamais été un départ, mais une disparition au sens littéral. Un effacement depuis la maison même, cette pensée ne l'accusait pas encore. Elle ne nommait rien, elle ne faisait que déplacer le centre de gravité. Et quand le centre de gravité se déplace, tout le reste suit. Sarah comprit alors qu'elle ne devait plus chercher Alyssa dans les lieux où une fugueuse aurait pu aller. Elle devait chercher Alyssa dans les zones où la vérité se cache. Les contradictions, les secrets. Les récits qui se répètent trop, elle devait chercher dans l'ombre portée par la maison. C'était une nouvelle étape, plus sombre, plus risquée, parce qu'elle impliquait de regarder Michael non plus comme un père, mais comme une variable, et lorsqu'un membre de votre famille devient une variable, vous perdez quelque chose d'irréversible, l'innocence. Cette nuit-là, Sarah ne dormait pas. Elle avait l'impression d'avoir ouvert une porte intérieure qu'elle avait maintenue fermée pendant des années, une porte qui donnait sur un couloir étroit, où chaque pas fait résonner une question que l'on ne peut plus étouffer, et cette question, désormais, ne concernait plus seulement Alyssa.
Elle concernait la maison. Elle concernait le récit. Elle concernait ce que l'on fait n'ose. Quand la vérité est trop lourde pour être dite et dans le silence de Phoenix. Alors que tout semblait immobile, Sarah sentit cette certitude naître comme une douleur. La disparition d'Alissa n'était pas un mystère lointain, c'était une histoire tenue en laisse. Et quelqu'un, quelque part, tenait la laisse, la suite ne serait plus une simple recherche. Si serait une confrontation, la confrontation ne commence pas par une accusation lancée à la gorge de quelqu'un. Elle commence par une chose beaucoup plus calme, beaucoup plus dangereuse. Une question posée au mauvais moment, devant la mauvaise personne. Avec une voix qui ne tremble plus, Sarah avait appris à survivre dans les maisons où l'on ne dit pas tout. On apprend vite à sentir quand l'air se charge, quand on passe dans les couloirs signifie ta histoire. Quand on regarde signifie ne pose pas cas, mais il arrive un jour l'on ne survit plus seulement. On veut comprendre et comprendre. Dans un endroit bâti sur les contrôles, c'est déjà désobéir. Elle avait commencé à rassembler des fragments, des souvenirs personnels. Oui, mais aussi des choses plus solides. Des phrases reprises mot pour mot par différents témoins, des incohérences répétées. Des micro-contradictions qui s'additionnent comme des grains de sable jusqu'à gripper une machine. Plus elle compilait. Plus elle voyait se dessiner un motif qu'elle ne pouvait plus ignorer, la disparition d'Alissa ne flottait pas dans les hasards. Elle semblait enfermée dans un cadre, verrouillée par un récit. Maintenue dans une forme d'immobilité, est au centre du cadre. Il y avait Michael. Michael n'avait pas besoin d'écrire pour dominer. Il avait cette manière de s'installer dans une pièce comme si la pièce lui appartenait, même quand il se taisait. On l'entendait, sa présence avait une poésie particulière, une lourdeur calmée quand Sarah était petite. Elle confondait ses poètes avec la sécurité, plus tard. Elle comprit que ce n'était pas de la sécurité, c'était de l'emprise. Au fil du temps, Sarah remarqua quelque chose qui la glaqua. Michael ne parlait presque jamais d'Alissa comme d'une personne vivante. Il parlait d'elle comme d'un problème. Comme d'une adolescente difficile, rebelle. Ingrate, comme si la disparition avait confirmé un portrait déjà prêt. Il ne disait pas « elle me manquait ». Il disait plutôt « vous savez comment elle était ». Et cette nuance minuscule. Change tout parce qu'un père brise parler d'absence. Un homme qui se protège parle de justification. Sarah fit un premier test. Presque inconscient. Un soir. Elle prononce le nom d'Alissa d'une manière différente, plus douce. Plus intime. Elle évoque un souvenir simple. On verra une chanson. Un détail qui n'appartenait qu'à elle. Elle regarda Michael pendant qu'elle parlait. Comme on regarde un visage pour y chercher l'humain. Elle ne trouva pas y qu'elle cherchait. Il y eut un mouvement dans ses yeux, un léger agacement. Comme si souvenir n'avait pas sa place, comme si Alissa n'était tolérable que dans le cadre de la fugue, de la faute, du récit pratique. Une Alissa trop humaine était dangereuse, une Alissa qui redevient une fille. Une sœur, une personne aimée. Fait trop de bruit. Une personne aimée oblige à se demander pourquoi elle n'est pas là. À partir de ces jours-là, Sarah cessa d'attendre une contradiction spectaculaire. Elle comprit que la vérité, si elle existait, se cacherait dans les gestes les plus ordinaires, les façons d'éviter, de détourner, de récrire. Elle se mit à parler aux gens qui avaient connu Alissa sans passer par Michael, des amis, des camarades, des adultes de l'école. Des parents d'amis, elle posait les mêmes questions. Encore et encore, non pas parce qu'elle espérait un miracle, mais parce qu'elle cherchait un point stable. Elle voulait savoir qui était Alissa quand elle n'était pas enfermée à la maison.
Et plus elle écoutait, plus les cartes se cruzaient entre deux versions. Dans la version de Michael, Alyssa était une adolescente irrationnelle, instable, capable de partir sans prévenir, capable d'abandonner tout le monde par caprice dans la version des autres. Elle était une fille sous pression. Oui. Parfois attendue, parfois fatiguée. Mais pas une ombre prête à s'effacer du monde entier. Une fille qui voulait de l'air, qui parlait de liberté, qui rêvait d'après. Une fille qui n'avait rien d'une disparition totale. Cet écart devint une douleur aiguë. Parce que l'écart n'était pas sous le même narratif, il était moral. Il signifiait que quelqu'un, quelque part, deformed. Sarah commença à oser reconstituer les dernières heures. Non pas comme une signe unique, mais comme une chaîne de portes. Une porte s'ouvre, une porte se ferme. Un mouvement, un trajet. Une pause. Elle s'aperçut qu'il y avait des trous dans cette chaîne. Des trous que Michael comblait avec des phrases toutes faites. Elle est partie. Elle était en colère. Elle a laissé une note. La note, justement. Plus Sarah y pensait, plus cette note lui paraissait étranger. Elle n'avait pas la forme d'une adolescente qui s'échappait. Elle avait la forme d'un objet fonctionnel. Un objet qu'on peut orienter, une note. Dans une fugue, ressemble souvent à un cri. Même discret, un mélange de colère, de peur, d'excitation. Mais là, Dan Sequel avait compris de cette note. Il y avait une neutralité froide, une efficacité. Et cette efficacité lui donnait la nausée. Elle commença à se demander non pas seulement ce que la note disait, mais ce qu'elle faisait, ce qu'elle produisait. Une note crée une recette, elle crée une direction. Elle crée une justification, et le plus important. Elle fait passer l'urgence, elle dit au monde. Ne cherchez pas trop vite au mauvais endroit. Sarah sentit une rage nouvelle. Pas une rage explosive, une rage propre. Concentrée, qui vous fait marcher droit. Elle comprit qu'elle devait sortir du cercle familial, parce que le cercle familial était contaminé par le récit de Michael. Tant qu'elle restait là, ses questions seraient absorbées, recrachées, ridiculisées, étouffées. Elle se mit à leurs affaires si que font les gens qui n'ont plus confiance. Elle apprit à prouver, à documenter, à archiver. Elle cherchait des dates, des horaires, des incohérences possibles. Elle notait chaque version qu'elle entendait, et surtout, elle apprit une règle terrible, quand quelqu'un ment. Il ne peut pas tout contrôler. Il y a toujours une fissure. La fissure, dans cette maison, se trouvait souvent dans les excès de Michel, parce qu'il aimait trop paraître. Trop expliquer, trop cadrer. Il parlait de sécurité, il parlait de protection. Il parlait du danger du monde extérieur, il aimait l'idée de surveiller, de prévoir, d'empêcher. Il construisait une image de lui-même comme d'un homme responsable, un homme qui ne laisse rien au hasard. Mais cette image, au lieu de rassurer Sarah, la glaquette parce que si Michel ne laissait rien au hasard. Comment avait-il pu perdre Alyssa sans comprendre où elle était partie? Comment un homme obsédé par le contrôle pouvait-il accepter l'idée d'une fugue sans stress? Plus Sarah posait la question, plus la fugue devenait improbable. Et plus la fugue devenait improbable, plus une autre possibilité s'installait. Comme un poison lent, Alyssa n'avait pas fui. On l'avait empêchée, cette pensée n'était pas un cri. Qu'était une lame? Elle coupe la réalité en deux. Avant, on cherchait au loin. Après, on cherche près. Avant, on imagine des routes. Après, on imagine des pistes fermées. Sarah ne voulait pas s'imaginer des pistes fermées. Elle résista longtemps à cette image.
parce que certaines images, quand on les laisse entrer, ne ressortent place, mais elle était obligée de regarder où la logique la menait. Et la logique la ramenait toujours à la même place, la maison. Elle se mit à observer la maison comme un lieu potentiellement hostile. C'est une sensation étrange. Habiter un endroit et commencer à le regarder comme une scène. Les couloirs deviennent des trajectoires. Les portes deviennent des questions. Les placards deviennent des cachets. On évite place. On enquête en silence. Michael sentit le changement. Les hommes de contrôle sentent toujours quand quelqu'un leur échappe. Ce ne fut pas immédiat, mais il y eut des signes. Des remarques plus sèches, des interrogations sur ses sorties. Des tentatives de réaffirmer son autorité. Sarah comprit qu'elle avait franchi une limite invisible. Elle n'était plus seulement la petite sœur protégée, elle devenait une variable. Un soir, la tension monta sans qu'aucun mot violent ne soit prononcé. Sarah avait posé une question sur un détail précis, un détail qu'elle avait retrouvé dans ses notes. Michael répondit trop vite, puis il se reprit. Puis il changea légèrement sa formulation. 3 mouvements infimes. Mais Sarah les vit, et dans ces 3 mouvements, elle sentit quelque chose, la peur. Pas la peur de perdre sa fille, la peur de perdre la maîtrise du récit. Elle eut alors une sensation très claire, presque physique. Si n'était plus une histoire de famille, c'était une histoire de pouvoir. Michael n'était pas seulement un père adoptif autoritaire. Il était un homme qui avait besoin que sa version du monde soit la version officielle. Et quand quelqu'un menace la version officielle, il ne menace pas seulement une histoire. Il menace une identité. Sarah comprit qu'elle ne pourrait plus obtenir la vérité en demandant gentiment. La vérité, si elle existait, ne viendrait pas d'une confession spontanée. Elle devrait être arrachée au système qui la retenait. Elle se tourna de nouveau vers les autorités, mais cette fois avec une approche différente. Elle ne venait pas en pleurant, elle venait avec des questions structurées, des incohérences, des éléments de comportement, des témoignages. Elle essayait de transformer l'intuition en matière. Mais elle se heurta à si mur que connaissant tous ceux qui cherchaient dans des dossiers anciens l'inertie. On lui répondit avec prudence. On lui parla du temps passe. On lui parla du manque d'éléments nouveaux. On lui parla. Parfois, avec un ton qui ressemblait à un conseil. Essayez de vivre. Cette phrase la frappa comme une gifle. Parce qu'elle comprit si qu'elle signifiait réellement, nous avons choisi de ne plus regarder. Alors Sarah s'y promit qu'elle regarderait à leur place, qu'elle deviendrait celle qui refuse l'oubli. Même quand l'oubli est confortable pour tout le monde, elle commence à parler place publiquement. Pas pour faire du bruit gratuit, mais pour créer une pression. Une disparition prospère dans le silence, ou une disparition se conserve dans l'ombre. Si elle voulait une fissure, elle devait mettre de la lumière. La lumière rend les récits plus difficiles à manipuler. La lumière oblige les gens à choisir une position. Et cette lumière eut un effet étranger. Des personnes commencèrent à s'y manifester. Pas forcément avec des preuves, mais avec des impressions. Des souvenirs, des malaises anciens. Je ne l'ai jamais dit, mais si genre de phrase est dangereux? Parce qu'il ouvre une porte, et une porte ouverte est impossible à refermer sans violence. Place les témoignages affluents, place le portrait de Michel se durcissait. On parlait de surveillance, de contrôle, de comportements inquiétants, de menaces. Parfois, Sarah ne prenait rien pour acquis. Mais elle comprenait le motif. Les gens n'avaient pas parlé avant parce qu'ils avaient eu peur ou parce qu'ils ne voulaient pas se mêler d'une histoire familiale. Avec le temps, l'histoire n'était plus seulement familiale. Elle devenait un problème public. Et dans ces glissements, Sarah sentit quelque chose changer en elle.
Elle cessa de se demander si elle avait le droit de douter. Elle avait le droit. Elle avait même le devoir, si elle fut là. Dans cette étape, que la disparition d'Alissa devint transformatrice pour Sarah. Parce qu'elle comprit que la vérité, parfois, n'est pas une chose qu'on regrette. C'est une chose qu'on poursuit jusqu'à l'épuisement. Et que poursuivre la vérité peut vous coûter votre innocence, vos relations, votre sécurité, mais que n'est pas la poursuivre vous coûte autre chose. Votre dignité. Elle commence à se demander si qui se passerait si elle allait trop loin. Si elle frappait au mauvais endroit, si elle disait le mauvais mot. Les histoires d'emprises familiales ont un point commun. Elles punissent ceux qui parlent. Pas forcément par des coups, par l'isolement, par la disqualification, par la manipulation. On vous fait passer pour instable, obsède, ingrate. On transforme votre recherche de vérité en folie. C'est une stratégie ancienne, efficace. Michael jouait ci et joue-là. Il commence à présenter Sarah comme une fille manipulée par la douleur. Influencée par des récits extérieurs, incapable de tourner la page. Il lui refusait implicitement la légitimité. Il la ramenait à une émotion. Et Sarah comprit que c'était précisément cela, le danger. Si l'on réussissait à faire d'elle une émotion, on n'aurait plus besoin d'écouter ses faits. Alors elle serait dite, elle devint plus rigoureuse, plus froide, plus déterminée. Non pas parce qu'elle avait cessé de souffrir, mais parce qu'elle avait compris que l'émotion d'un si combat serait utilisée contre elle. Les années passantes et le visage d'Alissa sur les affiches s'effaçaient sous le soleil. Mais dans la tête de Sarah, il restait net. Douloureusement net. Il se surprenait parfois à imaginer Alissa à 18 ans, à 20 ans, à 30 ans. Une vie parallèle, une vie qui aurait dû être. Et cette imagination, au lieu de consoler, coupait, parce qu'elle posait une question qu'aucun tribunal n'entend. Quel monde acceptait de perdre une jeune fille sans exiger des réponses, la confrontation se rapprochait. Lentement, pas sous forme d'une scène unique, mais sous forme d'un resserrement, Sarah gagnait en voix. Michael perdait en contrôle, ou du moins, son contrôle devait désormais travailler plus dur pour se maintenir, et quand un système doit travailler plus dur. Il commettait erreurs. Sarah le sentit. Elle sentit que quelque chose allait céder, pas parce qu'elle avait une épreuve finale, mais parce que les récits trop verrouillés finissent par se fissurer sous leur propre tension. On ne peut pas maintenir éternellement une version sans que quelqu'un. Un jour, trébuche se rendit-elle. Et dans cette attente, la peur se mélangeait à une autre émotion. Plus sombre, l'anticipation. Sarah commençait à comprendre qu'elle ne cherchait plus seulement Alissa, elle cherchait le moment où le mensonge. S'il existait, tomberait. Elle cherchait 6 points précis où le récit officiel se retournerait contre celui qui l'a construit, mais si moment. Quand il arrive, n'apporte pas toujours la paix. Parfois, il apporte une autre forme d'horreur. La confirmation. Sarah se prête à penser. Et si je découvre quelque chose que je ne peux plus oublier? Certaines vérités ne libéreront pas, elles écrasent. Elles transforment votre vie en avant et après. Une seconde fois. Elle continue importante, parce que l'alternative est pire. Laisser Alissa devenir un vieux dossier, un mystère. Une histoire qu'on racontait à distance. Sarah refusait cette distance. Elle voulait la vérité à hauteur humaine, à hauteur de sœur. Alors elle les avança, avec une discipline presque inhumaine. Voici le point où l'histoire n'aurait plus le choix. Soit elle s'éclairerait, soit elle prouverait par son obstination même qu'elle avait été construite pour rester opaque. Et dans cette avancée,
Une chose devint certaine. La disparition d'Alyssa n'était pas seulement un drame ancien. C'était une guerre de récits, etc. Désormais, nous comptons place perdre. Le premier choc, ce n'est pas toujours une épreuve. Parfois, c'est une fissure dans le décor. Une brèche si nette qu'elle oblige tout le monde à regarder la même chose au même moment, même ceux qui préféraient détourner les yeux. Pendant des années, la disparition d'Alyssa avait été traitée comme une absence triste. Une affaire qui s'est refroidie, un dossier que l'on range dans un tiroir parce qu'il n'a pas de corps. Pas de témoin décisif, pas de scène nette. Une disparition qu'on explique avec le mot le plus pratique, fugue. Et puis, un jour, si mot commence à s'y décomposer, parce que le temps ne rend pas les choses plus claires. Il rend les mensonges plus confortables, il rend l'évasion plus rigide. Il permet à ceux qui parlent de plus fort de devenir les auteurs officiels de l'histoire. Sarah avait grandi dans cette rigidité. Elle avait appris à respirer dans une maison où les récits étaient déjà écrits, où l'on répétait les mêmes phrases comme si les répéter suffisait à les rendre vraies. Mais une histoire trop répétée finit par se transformer en bruit, et le bruit finit par fatiguer ceux qui l'entendent. Elle n'avait pas seulement une intuition, Sarah. Elle avait un poète dans la poitrine, une sensation que quelque chose d'essentiel se trouvait derrière les portes qu'on lui avait appris à ne pas ouvrir. Et plus elle tentait d'ouvrir ces portes par la parole, plus elle se heurtait à la même matière. Le contrôle dans les réponses. Dans le silence, dans la manière dont Michael réagissait quand le fil de l'histoire glissait entre ses doigts. Le monde extérieur, lui, ne voyait pas si contrôle comme elle le voyait, il le traduisait autrement. Un père strict, une famille compliquée, une adolescente difficile. Le monde aimait les cases. Le monde a besoin de catégories. Et fugue est une catégorie qui soulage tout le monde sauf ceux qui restent. Puis l'enquête se remit à bouger. S'il ne fut pas comme dans les récits où l'on découvre soudain une épreuve lumineuse, s'il fut plus administrative, plus Freud, plus abrupt, une réouverture. Un regard neuf, ou du moins. Un regard oblige de revenir sur ce qu'il avait laissé, et avec la réouverture. Une chose change immédiatement. Michael cessa d'être simplement le père adoptif. Il devint le dernier à l'avoir vu, et si simple déplacement de statut, dans une affaire de disparition, est une menace. Dans les jours qui suiviront, l'atmosphère dans la maison se modifia encore. Sarah le sentit avant même qu'on lui dise quoi que ce soit. On sentit genre de choses dans la manière dont les portes se ferment. Dans la façon dont la voix se durcit, dans le temps qu'elle prend un regard avant de se détourner. C'était comme si l'air s'était épaissi, comme si quelque chose de l'ordre s'était rapproché. Et puis, il y eut quelques journées où la maison ne fut plus seulement une maison. Des autorités, des uniformes, des voitures, des bruits de pas. Des voix courtes, la sensation. Tout à coup, que les mosques avaient toujours protégé un récit comme un cahier à se faire inspecter comme une scène. Les tiroirs, les placards, les objets, tout ce qui avait été banal devenait. Soudain, suspect. Sarah n'oublierait jamais, si sentiment précis, celui d'être dans son propre foyer et de ne plus le reconnaître. Comme si la maison se retournait contre elle-même, comme si les pièces, une à une, révélaient qu'elles n'avaient jamais été neutres. On croit toujours, au fond, que les choses les plus sombres se cachent loin de nous, dans des ruelles, dans des voitures, dans des lieux sans nom. On veut croire que le mal est un extérieur, mais c'est jour-là. Le mal, ou du moins l'ombre du mal, semblait sortir des endroits les plus domestiques quand ils trouveront ce qu'ils trouveront. La disparition d'Alyssa changeait de nature. Ce n'était pas une boîte avec un indice délicat.
Si n'était pas une lettre, si n'était pas une photo oubliée, qu'était un ensemble d'objets qui ne s'expliquent pas par l'amour ou le chagrin, des objets qui parlent de rage, de préparation, de violence potentielle? Comme ici, sur le récit de la fugue, vivait un autre récit, plus dangereux, plus profonde, plus difficile à regarder. Sarah entendit des mots qu'elle n'avait jamais pensé associer à sa maison. Explosives, armies, plans, manifeste, et dans son corps. Quelque chose se mit à trembler, non pas par pure immédiate, mais par reconnaissance tardive. Comme si une partie d'elle avait toujours su que le contrôle n'était pas seulement une manière de parler, mais une manière de menacer, une manière de tenir le monde en respect. Tout prit alors une dimension vertigineuse, parce que la découverte ne répondait pas à la question où est Alyssa. Mais elle répondait à une autre question, plus fondamentale. Dans quel type de maison Alyssa vivait-elle vraiment? Dans quel type de monde était-elle enfermée? Dans quel type de peur les gens aimaient croire qu'une disparition est un événement isolé? Un accident, une rupture. Mais parfois, une disparition est la conséquence d'un climat. Un climat où le silence n'est pas un hasard, mais une stratégie? Si jour-là, pour Sarah, quelque chose se brisa définitivement. L'idée qu'elle devait ménager le récit familial. Le confort, même fragile, s'effondra et partit de ce moment-là. La maison ne pouvait plus être juste dure. Elle devenait potentiellement dangereuse. Et cette prise de conscience est l'une des plus terribles qui existent. Découvrir que si et qui devait protéger peut aussi détruire. Michael fut arrêté, mais pas pour Alyssa. Pas encore, et cette nuance la fut une torture en soi. Parce que la réalité, parfois, est plus cruelle que les histoires. On peut être arrêté pour une menace future, pour des préparations, pour des plans. Et la disparition ancienne restait suspendue, comme si elle n'était pas probable. Comme si elle n'était pas suffisamment tangible pour être jugée. Sarah vivait alors une contradiction impossible. D'un côté, elle sentait que les découvertes confirmaient quelque chose qu'elle n'osait pas dire à voix haute depuis des années. La maison n'était pas saine. De l'autre, la justice ne lui offrait pas la réponse qu'elle cherchait. Le système reconnaissait une dangerosité. Mais il ne reconnaissait pas son drame principal, qui était comme si on lui disait « Tu avais raison d'avoir peur », tout en ajoutant « Mais nous ne pouvons pas dire pourquoi. » Michael entra dans le couloir de la justice. Et le monde apprit des choses qu'il ignorait. Les médias s'emparèrent du récit. Parce que le récit devenait vendable, la disparition. Le père adoptif, la maison, la découverte. Mais Sarah, elle ne regardait pas ça comme une histoire. Elle le vivait comme un effondrement. C'est que le monde découvrait avec fascination. Elle le découvrait avec nausée. Et il y avait une autre poison. La solitude. Car quand l'ombre devient publique, les gens réécrivent leurs souvenirs. Ils disent jamais douter. Ils disent qu'il était bizarre. Ils disent que ne m'étonne pas. Comme si la vérité, rétrospectivement, était évidente. Mais Sarah savait que ce n'était pas vrai. Avant, les gens s'étaient saillants. Avant, les gens évitaient. Avant, les gens préféraient la paix à l'inconfort. Et cette hypocrisie tardive ajoutait une couche de rage, pendant que Michel était jugé pour d'autres faits. L'histoire d'Alice restait dans le même état, suspendue. Sans corpse, sans conclusion. Avec un récit de fugue qui, désormais, sentait le plastique brûle. Parce qu'une fugue ne s'accorde pas avec ce que la maison révélait d'elle-même. Une fugue est un mouvement. ICI. Tout parlait d'enfermement. Sarah commença à comprendre un mécanisme terrifiant.
Il existe des affaires où la vérité n'est pas seulement une question de preuves, mais de suivi. Le suivi d'horreur qu'une société est prête à regarder en face, tant qu'on peut raconter une disparition comme une fugue. On évite de regarder le foyer comme un lieu de menace, tant qu'on peut dire elle est partie. On évite de dire on l'a fait tailler. Dans les mois qui suivirent, l'absence d'Alissa devint encore plus lourde parce qu'elle s'accrochait à une nouvelle réalité. Michael, le homme qui contrôlait le récit, était désormais un homme que la justice considérait d'une autre manière. Comme dangereux, cette reconnaissance partit-elle donner raison à Sarah. Mais ne lui donnait pas Alissa, et la douleur la plus profonde. Souvent, est celle-là. Avoir raison ne ramène personne. Le temps passa. Michael purgeait une peine. Les années. Estrangement avancèrent avec cette lenteur particulière des drames non résolus. Sarah s'efforça de vivre, mais vivre ne voulait pas dire la même chose. Vivre, pour elle, signifiait porter l'affaire comme une seconde peau, répondre aux gens qui demandaient alors. On retrouve quelque chose avec cette même phrase qui finit par succéder. Non à l'intérieur. Pourtant, elle ne cessait pas. Elle changea de stratégie. Elle comprit que le système judiciaire seul ne suffirait pas. Parce que le système a besoin de matière solide, et la disparition d'Alissa avait été avalée par les premières années de négligence. Par la lenteur initiale, par le cadre de la fugue. Alors Sarah commença à produire une autre forme de matière, une matière narrative, mais rigoureuse, une chronologie. Des contradictions, des témoignages, des fragments. Elle avait appris quelque chose de précieux. Quand une vérité n'a pas de corps, elle doit avoir une voix. Mais donner une voix à une disparition, c'est aussi accepter la violence du regard public. Les gens commentent, les gens jugent, les gens comparent, certains soutiennent, d'autres soupçonnent. Sarah s'exposait. Et s'exposer dans une histoire familiale, c'est s'arracher à la dernière illusion de sécurité, cette exposition. Pourtant, faisait bouger quelque chose. Lentement, comme une pression qui s'accumulait. On commence à reparler d'Alissa autrement, plus seulement comme d'une fugueuse. Plus seulement comme d'un visage sur une affiche, comme d'une adolescente dont l'absence ne colle pas. Et dans cette nouvelle narration, un point revenait sans cesser. Michael avait été le dernier à la voir. Michael avait contrôlé le récit. Michael avait produit la note, la version, le cadre, et maintenant. Le monde savait que l'homme pouvait construire des scénarios de violence. Sarah s'est retrouvée avec une vérité paradoxale. Ce qu'on avait trouvé dans la maison ne prouvait pas ce qui était arrivé à Lisa, mais c'est le rendait. Soudain, l'inimaginable imaginable. Et une fois que l'inimaginable devient imaginable, la société ne peut plus dormir de la même façon. Pour Sarah, s'il y avait un tournant intérieur. Elle cessa de se demander si elle est allée trop loin. Elle cessa de craindre d'être celle qui dérange. Elle comprit que le dérangement était l'unique chance de la vérité, parce que les mensonges se vivent dans la politesse. Ils se vivent dans la fatigue. Ils se vivent dans les phrases comme il faut avancer. Et elle n'avançait pas, elle crusait. Elle crusait dans les souvenirs, dans les archives, dans les témoignages, dans les dates. Elle cherchait ce qu'on avait fait en 2001. Elle cherchait ce que l'on avait accepté trop vite. Elle cherchait l'endroit exact où le récit de la fugue s'était imposé. Et pourquoi? Parce que si elle comprenait ce pourquoi, elle pourrait peut-être remonter plus loin. Jusque dans ce qui avait été étouffé, mais crucial. Dans une affaire comme celle-ci, revient toujours à une vérité simple.
Le danger n'est pas seulement dans ce qu'on découvre, il est dans la réaction de ce qu'on met au pied du mur. Michael, même derrière des mousses, restait en présence une ombre. Un centre de gravité, et Sarah savait, au fond, que tant que Michael serait vivant, tant qu'il aurait une voix, il continuerait à défendre son récit. Et un récit défendu avec acharnement peut devenir une armée. C'est fut à cette époque que Sarah comprit quelque chose d'autre. Plus intime encore, elle n'était plus seulement la sœur d'Alissa. Elle était devenue la mémoire d'Alissa, et être la mémoire de quelqu'un. Si s'accepte une responsabilité écrasante. Cela signifie se lever chaque jour avec un homme sur la langue et une absence dans le corps. Cela signifie répéter sans cesser. Elle existait. Elle comptait. Elle n'est pas un dossier. Plus le temps passait, plus la disparition d'Alissa cessait d'être un mystère pour devenir une accusation diffuse. Une question morale posée au monde. Comment une adolescente peut-elle disparaître ainsi? Et comment peut-on vivre avec une explication qui ne tient que parce qu'on l'a répétée à ces longs temps? La pression publique monte par vex. Puis retomba, puis remonta. Les années sont ainsi, elles avalent l'indignation. Puis la recrachant quand quelque chose la réactive, Sarah apprit à se servir de ses veilles. À parler quand la tension revenait, à rappeler les faits, à refuser l'oubli et lentement. Inexorablement, quelque chose s'est mis à bouger du côté des autorités. Pas une révélation, pas encore. Mais un mouvement, une oreille plus attentive, une phrase qui change, une porte qui se rouvre à moitié. Sarah le sentit comme on sent un courant d'air avant l'orage. Elle comprit que les choses se rapprochaient d'un point de bascule. Parce qu'un homme peut contrôler un récit long temps, mais pas éternellement. Surtout quand la personne qui le conteste refuse de s'épuiser, et puis vient cette période où la voix de Sarah commence à dépasser le cercle des proches. Elle parle plus forte, pas en criant, en répétant, en insistant, en racontant. Elle transforme la disparition en histoire continue. Non pour divertir, mais pour empêcher le monde de l'arranger. Elle fatigue les institutions, parfois. N'y font pas, elle donne à Alice une présence. Et quand une disparue redevient présente dans la conversation publique, ceux qui se croyaient protégés par les temps commençant à sentir les sols bouger sous leurs pieds. Sarah n'avait pas encore la preuve finale, elle n'avait pas un lieu. Elle n'avait pas un corps, mais elle avait quelque chose d'autre. Une pression accumulée sur un récit trop verrouillé, et les récits trop verrouillés ont une faiblesse. Ils finissent par craquer, non pas sous une coupe unique, mais sous l'usure à la fin de cette étape. Sarah se rendit compte que sa quête venait de franchir une frontière. Elle n'était plus une affaire de souvenirs et de soupçons. Elle était devenue une affaire de confrontation publique, et la confrontation publique est une conséquence directe. Elle oblige la justice à choisir une position, à rester immobile. You à agir. Sarah savait ce que ce choix signifiait. Si la justice agissait, si ne serait plus seulement une histoire qu'on racontait. Si serait une histoire qu'on jugeait, et juger. Se faire remonter à la surface tout ce que le temps avait essayé d'enterrer. Elle regarda alors l'absence d'Alissa comme on regarde une ligne d'horizon avant une tempête. Elle comprit que la prochaine phase serait plus dangereuse, plus brutale, parce qu'elle toucherait au cœur du récit. Et pourquoi? Et pour la première fois depuis longtemps. Elle sentit non pas de l'espoir, mais quelque chose de plus sombre. Plus dense, la certitude que l'histoire allait enfin obliger quelqu'un à répondre. Parce qu'on peut survivre au silence, on peut survivre à l'absence. Mais on ne peut pas survivre éternellement à une question posée au monde entier. Et la question. Désormais, était là? Nuit, impossible à remettre dans un tiroir.
si Alyssa n'a pas fui, alors ce qui a réellement été construit pour qu'on le croie. Le monde aime les histoires qui se terminent proprement en coupable design. Une sentence. Une dernière image. Et puis la vie reprend, mais certaines affaires refusent cette mécanique. Elle est s'étirante, elle est se déplaçante. Elle est changeant de visage au fil des années. Et ce qui était au départ une disparition devient une lutte contre quelque chose de plus vaste. L'oubli, l'inertie, la fatigue collective pour Sarah. C'était exactement cela, une lutte contre la manière dont le temps anesthésie les consciences. Quand Michael sortit de prison, l'air changeait encore. Il n'était plus seulement le homme du récit, celui qui avait imposé la fuite comme une explication confortable. Il était devenu, officiellement, un homme que l'État avait déjà jugé dangereux pour d'autres raisons, et cette réalité avait un pouvoir étrange. Elle ne prouvait pas ce qui était arrivé à Lisa, mais elle rendait tout le reste plus lourd. Parce que désormais, la question n'était plus simplement si Sarah se trompait. La question devenait si Sarah avait vu quelque chose que personne n'avait voulu voir. Les années avaient sculpté Sarah. On ne traverse pas une disparition sans devenir autre. Sa douleur n'avait pas disparu. Elle s'était organisée. Elle s'était transformée en discipline. Elle parlait moins avec le corps à nous et davantage avec une précision froide, presque clinique. Elle y avait compris ce qui. Face aux institutions, l'émotion est souvent traitée comme un bruit. Alors elle avait appris à devenir une phrase nette, un dossier clair. Une chronologie implacable. Elle avait appris à ne plus demander. Elle est exégète. Ce qui venait ensuite ressemblait à un deuxième procès.